bonjour, bienvenue, merci d'être parmi nous. Donc, cette cinquième édition normalement de la SoBuzzConf, donc on va être autour du shopper marketing. Donc, nouveau sujet parmi nos différents échanges qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Donc, qui c'est qui a la manette? C'est toi, Alex? Allez, on peut passer, je pense, slide suivant. Donc, Stéphane Boyer, donc cofondateur de SoBuzz. Je vais normalement essayer d'être le maître du temps, parce qu'on a à peu près un timing à respecter, on va dire. Alors, je vous propose de commencer tout de suite par le programme. Allez, attends, je peux passer là? Ouais, voilà, hop. Donc, le programme qu'on vous propose pour cette matinée. Donc, l'accueil que vous avez eu jusqu'à maintenant, le petit café. Donc, la matinée va s'organiser en deux parties, en fait. Donc une toute première partie d'introduction, ensuite on va passer sur les enjeux du shopper marketing et on va finir sur les opportunités du shopper marketing. Donc l'idée c'est vraiment on va pas faire chacun des monologues, c'est qu'on puisse interagir entre nous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à interrompre les intervenants, je pense qu'ils ne verront pas d'inconvénients, pour poser vos questions ou ajouter des commentaires si jamais vous avez des expériences à apporter à la discussion. Alors on va commencer par des remerciements. Donc tout d'abord on remercie le village Baïséa de nous accueillir aujourd'hui dans ces super locaux. On remercie Wisambly aussi qui nous met à disposition sa solution qui nous permet de diffuser cette présentation. Je vais y revenir juste après parce que ça va permettre aussi d'afficher des interactions et des questions et commentaires que vous pourrez envoyer sur Twitter ou par SMS. On remercie également HD Vidéonet qui diffuse en fait la SoBuzzConf en live sur notre blog et que vous pourrez également retrouver en replay. Et Sauti qui diffuse aussi la SoBuzzConf à la radio de l'innovation. Et pareil, vous pourrez la retrouver en podcast. Nos intervenants qui se présenteront tout à l'heure, Anne-France, Cyril, Michael, Frédéric et Philippe. Et bien sûr, merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Donc, alors on a écouté vos retours de la dernière fois où il y avait des problèmes de Wi-Fi. Donc pour tweeter, c'est pas très pratique. Donc on a installé des routeurs, cette fois on est totalement autonome. Donc vous pouvez vous connecter aux deux réseaux, donc SoBuzz 01, SoBuzz 02. Le mot de passe c'est le même que le nom du réseau. Donc n'hésitez pas, normalement ça marche, on va tester et approuver. Donc vous pouvez tweeter. On a encore d'autres solutions. Ok, bon, on a apparemment d'autres solutions encore s'il y a toujours des problèmes, donc n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc, le hashtag de la matinée, donc SoBuzzConf, sur Twitter et autres réseaux sociaux. Et si vous voulez également poser des questions ou faire des commentaires par SMS, vous envoyez SoBuzzConf au 31 035. C'est beau de dire ça, et surtout pour ceux qui sont pas dans la salle, mais bon, du coup, voilà, ils ont aussi le hashtag sur Twitter. Donc, du coup, tout ça va être récupéré par l'outil Wisambly, et ils vont en fait défiler les messages en live en bas de la présentation. S'il y a des questions ou des remarques qui sont pertinentes au moment de l'intervention de nos intervenants, Coralie pourra les envoyer en plein écran pour qu'on puisse interagir dessus et que l'intervenant puisse répondre à vos questions. Et je crois que j'en ai fini pour ma part. On va passer tout de suite à Cyril, qui est par là, qui est là-bas. Il arrive. Cyril Bladier, donc, qui va lancer l'introduction. Oh bah c'est bon comme ça. Bonjour à tous. Alors, quand on organise une conférence comme celle qu'on fait avec SoBuzz ce matin, un des objectifs qu'on a, c'est d'être dans les TT, les Trending Topics de Twitter. Et donc, il faut que les speakers vous donnent des éléments à tweeter. Et donc, je vais commencer par vous donner des éléments à tweeter. Alors, j'ai mesuré, ça fait 84 caractères, donc ça rentre pile poil dans un tweet. Et c'est ma définition du shopper marketing. Alors, je vais peut-être parler chinois pour certains d'entre vous. Le shopper marketing, c'est le SMOT de l'IRL. Alors là, j'ai perdu la moitié de la salle. Ça commence bien, Alex, il panique, il se dit, mais qu'est-ce qu'il me fait? J'ai perdu la moitié de la salle. Le SMOT, vous connaissez peut-être, j'imagine que certains ont entendu parler, c'est le Zero Moment of Truth.
C'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient de chez Google. Ils ont un site encore qui fonctionne, qui est dédié à ça, donc c'est quelque chose d'actualité. Le Zero Moment of Truth, c'est le Online Decision Making Moment. C'est l'objectif du marketing digital, c'est de réussir à attraper le moment où l'internaute va faire son choix. Et le support marketing, c'est ça, mais IRL, donc dans la vie de tous les jours. Et donc en fait, le support marketing, c'est justement cette approche qui va vous permettre, va vous aider, enfin va viser à mieux user vos budgets marketing. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les nouveaux champs de bataille, c'est devenu le point de vente. Selon les dernières études, Alexandre me confirmait ça la semaine dernière, jusqu'à 70% des décisions d'achat se font en magasin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dépense des millions, et encore quand je dis des millions, c'est peut-être des milliards, pour faire de la pub hors du point de vente, pour être top of mind, comme disent tous les marketeurs, dans la tête des consommateurs, qui nous auront aussitôt oubliés dès qu'ils arrivent en magasin, puisqu'en arrivant en magasin, ils vont finalement décider qu'ils feraient autre chose que ce qu'ils ont prévu avant. Donc en fait, on dépense des millions par les fenêtres pour du budget qui ne sert à rien, puisque le consommateur va finalement décider quand il est en magasin ce qu'il va faire. Et donc peut-être qu'il serait temps de réorienter un peu vos budgets marketing, vos investissements, pour être présent au moment, à ce Zero Moment of Truth, le moment où le consommateur va vraiment décider ce qui fait quel produit il choisit. Donc aujourd'hui, on investit des sommes colossales pour essayer de comprendre tous les facteurs qui vont avoir un impact sur les décisions d'achat. Et ces décisions sont rarement rationnelles, on le sait bien. Et donc, il est essentiel de comprendre tous ces processus si on veut se connecter au consommateur à l'endroit le plus important qui est le magasin. Et le consommateur, le support marketing, c'est vraiment ça. Et contrairement à tout le push marketing qu'on a tous appris, ce qu'on fait comme moi des écoles de commerce ou autres, on a tous appris à faire du push marketing, pousser de l'information pour ancrer ses produits dans la tête du client. Le support marketing, c'est vraiment avoir un impact directement sur le comportement d'achat. Et aujourd'hui, là je lisais l'étude de la Grocery Manufacturers Association, excusez mon super accent anglais. Le support marketing, c'est vraiment devenu l'investissement prioritaire des directions marketing. Alors effectivement, dans les grandes masses, les budgets que les marketeurs veulent plus augmenter, ce sont les réseaux sociaux, c'est le social media. 95% veulent augmenter leur budget réseaux sociaux. Mais l'investissement dans lequel on veut le mettre le plus, le plus gros ratio, c'est le support marketing, où c'est là où on a envie d'investir le plus par rapport à l'année passée. Alors la palisse n'aurait pas dit mieux que je vais le faire, c'est que les consommateurs consomment et c'est les shoppers c'est les acheteurs qui achètent. Donc c'est vraiment les personnes qu'il faut cibler. Et donc, on va compléter avec le shopper marketing le rôle de sensibilisation passive qu'on fait en marketing en travaillant la préférence pour que, en étant présent sur le moment de décision d'achat du consommateur. Et donc, c'est ce qu'on va voir ce matin, c'est comment est-ce qu'on adresse la personne qui fait les achats et pas seulement la personne qui consomme. Et donc, pour commencer, je vais laisser la parole à Michael qui vient de lancer Coty. Coty, si vous ne connaissez pas, c'est une application shopper marketing qui est née il y a quelques mois et qui a déjà eu, si j'ai bien noté, le prix d'argent de l'innovation digitale décerné par l'ADTEM. Michael, je te laisse la parole et très bonne matinée à tous. Merci Cyril. Alors, bon, on est très fiers de ce prix. Je vais peut-être tout d'abord me présenter. Donc, Michael Flautre, je suis en charge des médias digitaux chez Sogec. Sogec étant une filiale du groupe La Poste, qui est l'expert du marketing promo relationnel. Tout le monde connaît un peu Sogec sur la partie coupons, offre de remboursement. Donc j'ai rejoint les équipes il y a maintenant 8 mois pour lancer donc, cette fameuse application Coty. J'espère que mon taux de téléchargement va augmenter dans la demi-heure. Et auparavant, j'ai passé 18 ans chez Coca-Cola Entreprises, donc sur des fonctions commerciales, marketing et digital, et des courts passages chez Toshiba et chez Chantel. Donc de la limonade, des télés et de la lingerie. Donc ce qui permet d'avoir un bon scope de produits et de commercialisation. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est, comme l'a dit Cyril, c'est le shopper marketing. Et la grande erreur que font souvent les marques, et je l'ai fait moi-même, c'est de confondre le shopper et le consommateur. Et on adresse beaucoup de nos budgets pour aller chercher du shopper, mais en adressant le conso. Donc il y a une vraie différence à avoir entre les deux, parce que le digital, et si tu peux passer la slide, la zapette, il est parti avec Cyril. 1, 2, voilà. Donc on va partir à 2 là-dessus. D'accord. Donc Alexandre Durin, cofondateur de Sobuzz avec Stéphane que vous avez vu tout à l'heure. Et donc moi je vais être votre joyeux animateur.
Je vais poser des questions à nos amis. Là, je vais me mettre de ce côté. Tout à l'heure, je me mettrai là, puis c'est vous qui allez venir. Donc, je me pose et je vais t'envoyer ces petites questions en commençant par celle-là. Qu'est-ce qui a changé, Michael? Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Alors, ce qui a changé, c'est vraiment l'avènement du digital. Et ça a fait le grand écart justement entre le shopper et le consommateur. Et c'est là qu'il faut qu'on distribue au mieux nos budgets, nos investissements pour capter effectivement le shopper, pour l'emmener jusqu'au point de vente, mais l'accompagner jusqu'au dernier mètre. Alors, le digital, ça a permis aux shoppers d'interagir avec les marques, interagir avec les distributeurs et surtout avec également le social media, de pouvoir commenter, réagir, être un vrai acteur de prise de décision de mon shopping. Pour autant, on a gardé... Tu veux dire par là que la relation a changé dans le sens où on n'est plus dans le mode de Gutenberg où la marque, le distributeur communique vers le reste du monde, mais où on est obligé de gérer des interactions dans les deux sens et d'intégrer cette interaction dans la stratégie shopper marketing. Oui, tout à fait. Il faut qu'on intègre ces éléments-là dans nos communications et qu'on intervienne au bon moment de la réflexion sur l'acte d'achat qui est différent du lien que créent les marques avec les consommateurs. Alors, j'ai toujours le même exemple qui me vient de mon passé. C'est mon fils qui consomme des boissons gazeuses. Il adore une marque d'énergie drink. Je ne vais pas la citer parce qu'elle a été concurrente pendant 18 ans. Il en est fan. Il la suit sur YouTube. Il échange avec elle. Il commente. Si à un moment donné, il y a un bon de réduction de 15 centimes sur une canette qui apparaît au moment où il est en train de créer du lien avec la marque, là, le message est brouillé. Il se désengage parce qu'il voit un aspect mercantile à cette relation qui n'est pas au bon moment, efficace au bon moment. Surtout que lui ne va pas acheter le produit, c'est moi ou sa mère. Donc lui, le bon de réduction, il s'en moque. Par contre, moi, en mode shopping, oui, il va y avoir une vraie interaction. Bon, je crois qu'on va attaquer dans le vif du sujet. Donc on a deux thématiques principales. On a le temps, puisqu'on a un peu jusqu'à 11h30. Si c'est fini plus tôt, tant mieux. On ira boire des coups plus tôt. Je rappelle ce que disait Stéphane, à savoir que vous pouvez interagir autant que vous voulez via le hashtag SoBuzzConf sur Twitter. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser Twitter et qui ne sont pas dans la salle, ils peuvent aussi interagir par SMS. Mais j'avoue que j'ai oublié le numéro de téléphone et le code. Donc ça doit être sur le site internet, vous allez le voir. Donc la première question qu'on va se poser, on va faire deux focus. Un premier focus sur les marques. Quels sont les enjeux, les opportunités et les solutions? On en parlera après. Quels sont les enjeux pour les marques aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé d'après toi et d'après vous aussi, puisqu'il y a quand même quelques marques dans la salle. Allô. Il y a la régie qui dit allô. Donc l'enjeu pour les marques, encore une fois, c'est de pouvoir bien adresser cette cible, ce shopper, en utilisant le digital. Pour autant, de très nombreuses marques ont lancé des applications mobiles. Moi-même, j'en ai lancé une il y a quelques années, qui sont souvent orphelines. Elles font une fonction ou une marque. Je m'explique, il y a 125 applications aujourd'hui pour faire du shopping, que ce soit du shopping de courses alimentaires ou son shopping au quotidien, disponibles sur l'App Store. Elles sont toutes orphelines, c'est-à-dire qu'elles vont faire soit des coupons pour les distributeurs, soit les catalogues. Pour les marques, elles vont parler de leur univers de marque. Sauf que Madame Michu, elle ne va pas télécharger ces 125 applications. D'ailleurs, quand on les pousse, parce qu'on peut tous promouvoir son application mobile, quand on les pousse, 47% sont désinstallés avant la première utilisation, 83% à la première utilisation. Mais c'est dit, ce n'est pas le bon canal pour pousser vers le shopping. Je vais faire l'avocat des marques alors. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que chaque marque, chaque distributeur va avoir ses problématiques. On va dire à un responsable, il faut que tu nous trouves une solution pour capter les shoppers, par exemple via mobile. Et donc, tu étais à cette place quand tu étais chez Coca. Et tu dis, bon, je tourne ma tête autour de moi, je trouve une solution. Donc, c'est quoi la solution? Je sors une appli. La marque d'à côté fait pareil. Et on voit la même chose, nous, sur les applications Facebook, sur les pages des marques. Ou sur une page de marque, on va avoir 5-10 applications sur une même page Facebook avec 5 ou 10 logins, alors qu'en réalité, ils cherchent la même expérience utilisateur avec toutes ces personnes. Donc, en gros, pour faire l'avocat, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une fragmentation des applications, une fragmentation des applications mobiles ou Facebook ou web, qui est juste logique par rapport à l'historique des marques et à la mise en place de toutes ces solutions, en fait.
Oui, mais le digital a changé tout ça. Ça change complètement la donne. Maintenant, il faut qu'on arrive à mutualiser nos efforts, tous, marques, distributeurs, régies médias et autres, pour intégrer l'ensemble de la proposition dans un seul et même contenant. C'est le vœu pieux qu'on est en train de porter. Les marques écoutent parce qu'ils ont tous eu un retour d'expérience. Ça coûte très cher de lancer une application, ça coûte très cher de l'animer et ça coûte très cher de la faire télécharger pour un usage qui est pour l'instant ridicule parce que, encore une fois, je ne vais pas aller sur celle de Danone, celle de Nestlé, celle de Coca-Cola, celle d'Unilever, de Procter, etc., pour aller chercher, on parle bien du shopper, hein, pour aller chercher une promotion. Ça reviendrait à faire 2 fois mes courses. Je vais les faire une fois virtuellement sur l'ensemble des applications mobiles et après aller en point de vente. Sauf que c'est pas un bon de réduction et Frédéric reviendra dessus tout à l'heure, c'est pas un bon de réduction de 80 centimes qui fait un drive to store. Tu ne vas pas te déplacer pour économiser 80 centimes ou 1 euro sur un paquet de pâtes ou une boisson gazeuse. Non, puis le message, comme tu l'as dit, risque d'être faussé si en plus de ça, c'est adressé à des gens qui vont télécharger des applis par affinité Avec la marque. plus ludique ou des affinités de valeur avec la marque et qui ne sont pas encore dans le processus d'achat. Oui, et on le voit bien, le message est brouillé sur tous les grands programmes de CRM qui sont lancés par des gens comme Nestlé, Procter et autres, où la première page qui est vue, c'est celle des coupons. Alors qu'ils essayent d'adresser le consommateur, mais c'est le shopper qui vient à ce moment-là pour chercher ses coupons, les imprimer et après aller les investir en point de vente. Donc on retombe sur ce que nous disait Cyril, bien différencier shopper Exactement. qui va faire son acte d'achat à l'instant T avec les fameux 70% de décisions dernière minute dans le magasin et consommateur. Ouais. Donc ça c'est... C'est clé et surtout, il faut bien avoir en tête que maintenant le mobile, c'est devenu le premier écran. On y passe quasiment 3 heures par jour. On l'emmène en point de vente. 70% des gens reconnaissent, dans la dernière étude que l'on a faite, consulter leur mobile en magasin pour avoir des informations sur le produit, pour aller chercher le dernier bon de réduction du dernier mètre, juste avant l'acte d'achat. Donc il faut arriver à être dans le mobile, mais pas de manière isolée. On le voit bien que ça ne fonctionne pas. On ne va pas scanner l'ensemble des produits pour aller chercher un bon de réduction quand on est en point de vente. Pour autant, le digital est un vrai accélérateur, mais les shoppers, continuent à consulter les prospectus. 70% des Français consultent un prospectus par semaine, donc il y a encore un aspect recherche de bons plans à travers le prospectus. Tu veux dire boîte aux lettres, le truc qui est dans les boîtes aux lettres. Voilà, donc boîte aux lettres. Et 60% reconnaissent faire systématiquement une liste de courses. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on a une contrainte de budget, tous, maintenant, et de ne pas oublier... Une contrainte de famille aussi. Hein. Quand tu vas faire les courses, tu ne les fais pas que pour toi. Voilà. Donc il faut quand même noter quelques trucs auxquels tu n'as pas pensé. Ouais. Bon. On embraye sur les distributeurs. Oui. Donc focus marque, on a compris. Donc si je synthétise ce que tu disais, cette problématique de multiplication des applis qui peut rendre les choses compliquées pour le consommateur ou le shopper. Cette problématique de est-ce que je m'adresse avec le bon message au bon moment. J'en profite avant qu'on passe à la suite de savoir si déjà il y avait quelques remarques ou témoignages dans la salle. Je sais qu'il y a nos amis d'Everywhere qui travaillent un peu sur ces choses-là aussi. Et nos amis d'IBM, au fond, qui discutent entre eux, on vous a repéré. Vous avez le droit de parler aussi. Hein. Non, vous prendrez la parole. Steph, tu as des micros pour passer ? On attend un peu. Et Claire aussi, qui se cache au milieu, qui a posé ses questions à une marque dont je lui laisserai dire le nom. Il y a quelques trucs à dire là-dessus. Donc, on va avancer sur la suite du sujet. Donc, après les marques, les distributeurs, parce que si on parle shopper marketing, petite page de pub pour le blog de SoBuzz, on a fait un article là-dessus pour préparer la conf, justement. A priori, c'est quand même les distributeurs qui ont le lead sur le shopper marketing, puisque si on parle de shopper marketing, c'est ce fameux 70% d'actes de décision, c'est quand même eux qui le drive. Donc tu nous en parleras après, j'imagine, Anne-France. Voilà. Donc toi, comment tu vois les enjeux ? Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que cette relation distributeur et marque, entre les distributeurs et les marques, a changé ? Est-ce qu'il y a des enjeux clairs là-dessus en ce moment ? L'enjeu pour les distributeurs, ils sont tous arrivés maintenant à maturité d'un nombre de shoppers encartés. On voit Carrefour qui a quasiment 11 millions maintenant de shoppers encartés. Comment aller en chercher d'autres et comment activer
cette énorme base, sachant qu'ils ont toutes les informations, mais ils l'adressent, encore une fois, en brouillant là aussi les messages, et en oubliant la personnalisation. En brouillant comment? En brouillant, par exemple, moi j'ai reçu d'une des plus grandes enseignes françaises une offre pour des couches. Mon fils a 17 ans. Donc soit je vais devenir grand-père et il m'a pas prévenu, soit effectivement à la base il y a du mal, il y a un vrai point de rafraîchissement de la base. Et là où on commence à avancer avec les distributeurs, c'est de pouvoir mutualiser là aussi les efforts et la connaissance client sans tomber dans le big data, plutôt dans du smart data, de bien adresser le shopper au bon moment, de l'emmener encore une fois jusqu'au dernier mètre. Et les distributeurs que l'on rencontre actuellement chez Sogec recherchent des nouveaux shoppers, donc d'aller chercher non pas leurs encartés qui devraient potentiellement bien animés, mais avec le digital aller chercher de nouveaux clients, sachant que les Français ont 3,5 enseignes en moyenne, donc on est zapper. Et là aussi, le même enjeu que par rapport aux marques, tu ne vas pas télécharger l'application de Système U, de Leclerc, de Cora, de Casino, etc. Donc tu as besoin là aussi d'un incubateur, je dirais, de l'ensemble de tes promotions. Il nous faudrait le Google de la consommation, c'est ça? C'est un peu ça l'idée. Donc un enjeu. Est-ce que le Google de la consommation est dans la salle? On le verra. Par contre, c'est vrai ce que tu dis sur les promos qui sont parfois pas ciblés ou les messages qui sont pas ciblés. Non, c'est un sujet sur lequel on travaille régulièrement et sur lequel, effectivement, tu m'as bien tendu la perche. On ne va pas parler big data parce que c'est un mot qu'on ne va pas trop utiliser aujourd'hui, mais simplement pragmatisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accumule de la data, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, nous, on a une centaine de clients, quelques millions de data accumulés qui restent encore aujourd'hui très peu exploités. Hein. Donc, ce qui est un peu dommage, parce que c'est vrai que si on sait que tu as, je ne dévoilerai pas ton âge, mais un fils de 17 ans, donc tu as des préoccupations et potentiellement un pouvoir d'achat qui est celui d'un profil comme ça, auquel il serait plus intéressant de pousser telle offre à tel moment, à tel endroit. Et pour ça, effectivement, il faut collecter la donnée. Et justement, en termes de collecte de données, d'uniformisation des applications, je crois que là aussi, il y a un réel enjeu. Parce que si tu nous dis toutes les marques doivent partager la même appli, tous les distributeurs doivent partager la même appli, bon, en gros, tu donnes le pouvoir à un Google Biz, quoi. C'est pas ça? Non, je redonne le pouvoir au shopper. Il est à personne. Dans son caddie, il met en moyenne 70 articles. Donc, ça prouve bien qu'il navigue entre les marques. Il a 3,5 enseignes. Donc, redonnons-lui le pouvoir. Et essayons, et là, c'est un vœu qu'il va falloir évangéliser auprès des marketeurs, j'en étais un, de dire, oui, dans la même application, tu peux avoir ton Nutella, ton Coca-Cola, puisqu'ils ont 90% de pénétration. Donc, tu vas toucher un maximum de personnes. Et encore une fois, regardez les investissements qui sont faits par toutes ces grandes marques. Personne ne va sur leurs applis. Quand je dis personne, c'est que 100 000, 150 000 utilisateurs à l'échelle de la France, c'est personne. Enfin, c'est pas rentable en plus, et surtout qu'ils viennent juste chercher du coupon. On parlera peut-être, si on donne tous les chiffres, il y a Frédéric qui va nous en vouloir. En préparation, il disait Mickaël va nous griller, il va balancer tous les chiffres, j'aurais plus rien à dire, mais non, raye pas tout. Hein. Tu gardes, il t'en laisse pour tout à l'heure. Non, concrètement, c'est vrai que cette problématique du nombre, on la rencontre souvent. Nous, comme vous avez compris, on est accueillis par le Crédit Agricole et on a 12 caisses régionales qui sont clientes chez nous. Et une fois, j'ai un président de caisse régionale qui me dit, écoutez, avec vos systèmes Facebook, Twitter, etc., vous nous avez mobilisé quelques dizaines de milliers de personnes, mais c'est juste ridicule. Mais ridicule à l'échelle des millions de clients qu'on a au national, et nous, dans notre région, plusieurs centaines de milliers de clients. Donc, on n'a pas les mêmes zéros dans leur base client, etc. Mais en réalité, le problème de tout ça, c'est que, et je pense qu'en termes d'enjeux, c'est de ça dont il faut parler, et peut-être que dans les opportunités, c'est de ça dont on va parler, c'est qu'au lieu de se tourner et d'utiliser le mobile ou le social media, justement toujours dans une logique Gutenberg qui cherche à aller capter des gens qui ne sont pas encore clients ou qu'on ne connaît pas encore, moi je pose la question, est-ce que l'enjeu c'est pas plutôt de retourner la situation et de s'adresser aux clients existants, aux personnes qui sont
dans le magasin, qui passent en caisse, comme nous en parlera peut-être Philippe tout à l'heure, ou qui sont dans nos bases CRM et auxquelles on va pousser un courrier, un SMS, un email, pour essayer en push de les ramener dans quelque chose qui les fédère et qui en fait des ambassadeurs. Et là, quand tu disais, ils ont 11 millions de cartes chez Carrefour, très bien. Ils en voudraient peut-être plus, comme tout le monde en voudrait peut-être un peu plus. Mais est-ce que le meilleur moyen, c'est pas justement de travailler sur ce qu'on existe et éviter d'envoyer des couches culottes à Michael, et plutôt de trouver une solution qui fait que Michael va faire venir Alexandre, qui va faire venir Cyril, etc. C'est ça la question. Alors là, c'est là où je fais appel à vous, toi et Cyril, régulièrement, pour nous accompagner sur cette partie social. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien redéfinir le parcours d'achat. La réflexion du shopper. La réflexion du shopper, nous, on l'a identifié sur 3 piliers qui sont inspirer le shopper. Le premier point d'inspiration, il est basique, c'est le prospectus. C'est le premier, il fonctionne toujours. Leclerc en distribue encore plus que lorsqu'il disait qu'il allait arrêter. Il en distribue des millions. On le sait, on a les chiffres puisque la Poste les met dans les boîtes aux lettres. Le premier, c'est le prospectus. Comment le prospectus, je l'utilise pour inspirer le shopper dans l'univers mobile? C'est tout simplement, et il y a eu plusieurs applications qui l'ont réalisé, c'est de pouvoir rajouter directement cet article que j'ai sélectionné dans mon prospectus dans ma liste de courses. D'accord ? Donc de manière à rajouter de l'impulsion au prospectus papier. Pourquoi ? Parce que je vais l'embarquer avec moi. La liste de courses, 60% des gens font des listes de courses. Donc tu as un prospectus qui te fait la transition vers le digital. Qui t'amène vers le digital. La colonne vertébrale de ton shopping, c'est ta liste de courses. Dans ta liste de courses, c'est normal qu'on n'ait pas tant de gens finalement qui transforment, parce que tu fais ça à ma grand-mère. T'as compris ? Ah, ça va mettre un peu de temps. Elle va avoir un peu de mal à transformer son... Donc en fait, on s'adresse quand même à une population certes grandissante, mais pas encore parfaitement native de cette conversion de cette conversion print digital. Ouais, mais c'est ce qu'on va voir juste après. Ok. Je pense. Donc après, tu retrouves donc es sur ta liste de courses qu'on leur réalise tous. Là, les marques viennent publier leurs offres promotionnelles qui sont dédiées par rapport à ta liste de courses, donc par rapport à tes envies. Okay. Ouais. Tu peux inspirer également avec, beaucoup l'ont essayé avec tout ce qui est les recettes. Les recettes, c'est à ce moment-là, quand tu fais ta shopping list, que tu penses à j'ai un dîner ce soir, j'ai des amis qui arrivent. Je mets filet de saumon, tu me rajoutes citron. Je vais te rajouter le citron et la promo sur la sauce qui va aller avec. Ok. Donc, intégrer complètement. Le deuxième pilier, c'est engager le shopper. Donc, c'est en point de vente. Je croyais que tu allais me dire inviter mes amis à manger. Non. Là aussi. Engager en point de vente. Engager en point de vente, c'est là où, justement, il va y avoir l'utilisation, et je pense qu'on va y revenir dans les prochaines conférences, sur tout ce qui est beacon, Wi-Fi, connecté en point de vente. Et on a testé différentes solutions. On a une entreprise dans le groupe qui s'appelle Budgetbox, qui est une solution en point de vente où, au moment où j'achète mon paquet de céréales, on va me proposer une promo sur le lait qui va aller avec la céréale. Et enfin, c'est facilité. Facilité, c'est tes cartes de feed, les embarquer toujours dans le même univers, dans la même plateforme. Donc, tu ouvres une seule appli pendant tout ton shopping. Il y a quelques applis qui font ça déjà. Oui, mais elles sont orphelines. Ouais, c'est vrai. Donc tu vas ouvrir ton appli pour lire tes prospectus, une appli pour aller chercher les coupons, une appli pour tes cartes de fidélité. Et on va aller plus loin. On a une banque dans le groupe. On veut amener jusqu'à la solution de paiement. D'accord. Donc tu penses que l'enjeu, c'est d'accompagner les gens sur toute la relation. Sur toute la durée du parcours d'achat. C'est-à-dire que depuis la maison tranquille, quand tu vides ta boîte aux lettres, jusqu'au moment où tu vides ton coffre quasiment, où tu vas nous compter les paquets qui sortent du coffre pour vérifier qu'on n'a pas oublié une brique. Tu vas te faire rembourser. C'est là que tu vas avoir les offres de remboursement, ce qui fonctionne très bien en digital, tout ce qui est le cashback. D'accord. Et c'est pas un vœu pieux. On a déjà 1,5 million de téléchargements sur cette application qui n'est pas encore lancée officiellement puisqu'elle sera lancée dans 15 jours. Donc on a déjà une base très solide d'addict à la liste de courses qui est la colonne vertébrale. Donc pour revenir au point de vente et au shopper, il y a une entreprise que j'ai rencontrée au Village de l'Innovation, qui est partenaire du Village de l'Innovation, qui s'appelle Philips, et qui m'a parlé, Coralie, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, c'est le Li-Fi, c'est ça ? Voilà. Donc c'est pas le Wi-Fi, c'est le Li-Fi, c'est avec de la lumière. Et en fait, ils installent, vu qu'il y a forcément de la lumière dans un point de vente, la lumière en question sert
à géolocaliser la personne. Donc ils ont fait ça sur un magasin Carrefour, si je dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, vous avez le droit de me corriger sur Twitter, puisque je crois qu'il y a, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de personne de Philips ici. Mais en réalité, du coup, c'est un guidage interne dans le magasin, ni en Wi-Fi, ni en GPS, ni en quoi que ce soit, qui permet d'amener dans le rayon au bon endroit avec une précision, je ne veux pas dire trop de bêtises, mais c'est quelques dizaines de centimètres de précision. Il y a des enjeux assez forts de la maison avant de partir, sur le point de vente. Et après l'achat. Et après la fin. Et au passage en caisse, comme je pense Philippe nous en parlera un peu. Bon, ok, je regarde le timing. On est bon, on peut prendre aussi... J'aimerais bien, je sais pas, Cyril, tu as un petit truc à rajouter là-dessus? Comment? Ah, tu veux que je parle de Leïla? Non, c'est pas. Il veut que je parle de ma fille. C'est vrai que c'est un exemple que je prends souvent dans les conférences, puisque c'est vrai qu'on n'a forcément pas le même pouvoir d'achat. Elle est encore à l'école, donc forcément c'est un peu différent. Mais j'en parlerai plus tard, Cyril, quand on sera sur la partie comment capter les futurs acheteurs. Donc pour les distributeurs, c'est bon. Maintenant, il y a une autre question en termes d'enjeu. On a eu ça sur le shake. Donc je fais une petite page de pub pour Marseille, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Sobuzz est une société dont la plus grosse de l'équipe est sur le Vieux-Port à Marseille. Et ensuite ici à Paris. Et donc à Marseille, il y a un gros événement. Je salue notre ami Hervé Bourdon au passage, qui s'appelle le Shake, où on était cette année, on a croisé nos amis de Sogec justement là-bas, et où c'est justement la thématique du e-commerce. Donc un gros événement où on rebascule, on réfléchit sur toutes ces problématiques e-commerce. Et cette année au Shake, je ne sais pas si tu as eu le même sentiment que moi, mais suite au Shake, j'ai fait un petit article sur notre blog où vraiment on sent qu'il y a eu à un moment une opposition. C'est-à-dire que les commerçants avaient peur des e-commerçants. Les e-commerçants voulaient bouffer les commerçants. Et sur le Shake, on a vu tout le contraire. Donc je ne sais pas toi comment tu l'as perçu et quels sont les enjeux par rapport à toi, toujours en termes de shopper marketing, showrooming. Donc showrooming, c'est ceux qui vont voir dans les magasins pour aller acheter finalement sur Internet moins cher. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le repos, ça veut dire quoi déjà? Research online, purchase offline. Donc c'est l'inverse. Tu le dis dans les deux sens? Ouais, et les poros. Non, le ropopo? Non, je ne sais pas. Bon, bref. Donc c'est vrai qu'on est plein d'enjeux. Qu'est-ce que tu en retiens toi, de tout ça? Alors c'est vrai que ça a été longtemps conflictuel, la relation entre les pure players et puis les brick and mortar. Mais je vais reprendre les mots de Gérard Doré, qu'on a rencontré à l'IFLS la semaine dernière, qui était le patron de la proximité chez Carrefour, et qui expliquait justement la vie de la proximité et toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et sa conclusion, c'était à chaque fois qu'il y a un nouvel intervenant, il n'y en a pas un qui disparaît. Au contraire, c'est le gâteau qui est redistribué. On a tous dit que la proximité allait mourir un jour, et en fin de compte, elle vit très très bien. Le hard discount est arrivé, on a dit que ça allait tuer la proximité. La proximité est toujours là. Regardez, il y a en face un Carrefour City magnifique. Ils sont en train de tous d'investir. Là, on a dit le e-commerce, ça va tuer également la proximité parce que tout le monde va se faire livrer. Sauf que personne n'est prêt à payer pour se faire livrer. Personne, surtout sur de l'alimentaire. Donc la proximité continue à vivre. Donc en gros, le e-commerce n'a juste qu'à apporter un nouveau canal pour adresser le shopper sans tuer un autre réseau de distribution. Pour autant, le e-commerce doit être adressé de la même manière. Au moment où tu fais ta liste de courses, je reviens toujours à ma petite marotte, tu fais ta liste de courses, après tu décides si tu vas aller en point de vente, si tu vas aller sur un drive ou si tu vas aller sur un site de e-commerce. Donc il faut que ta solution, ta proposition, marque, distributeur, soit valable chez tout le monde. Bon, c'est un sujet dont on a parlé avec Vincent au fond de la salle. On en a parlé la semaine dernière sur l'événement IBM Bisco, où effectivement, tout à l'heure, on parlait de guider les gens dans le magasin pour avoir un acte d'achat, etc., les faire venir en magasin et ensuite les amener au bon achat. Là, on a un peu la même problématique en digital pur. C'est-à-dire que si, en fait, il va falloir qu'on considère, si je comprends bien, le shopper qui va acheter sur le site web et le shopper qui va acheter en magasin. Ouais. Et celui qui va acheter sur le site web, les techniques
vont être peut-être un peu similaires, de savoir pousser. Ah ben, je crois que CIMAC, c'est aussi ce que vous faites. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire les noms, donc je ne dirai rien. Avec certains clients où vous gérez les prix en live, je crois, sur les sites internet pour que les gens aient les bons produits, les bons prix en bon moment en fonction de leur profil. Donc en fait, on retrouve à la fois cette problématique, mon client va-t-il passer du digital au marché, du marché au digital? Quel prix, quelle offre on doit lui faire à quel moment, quoi. Oui, alors le prix, moi je m'éloigne toujours un petit peu de cette discussion du prix, hein. Je n'ai jamais eu vocation d'être un comparateur de prix dans tout ce qu'on a lancé. Il y a suffisamment une guerre, je pense que les marques qui sont présentes le vivent au quotidien, surtout leurs comptes clés, une guerre des prix. C'est surtout le produit, il faut revenir au 4P et trouver mon produit. Alors est-ce que je vais aller le chercher en point de vente parce que j'ai du temps et ce n'est pas une contrainte pour moi aujourd'hui d'aller le chercher en point de vente, ou est-ce que je vais le retrouver de manière extrêmement facile, ludique, sur mon site internet ou sur mon site de Drive. Et là, je reviens encore une fois, je te dis, mon petit marmotte, hein, c'est cette fameuse liste de courses qui doit pouvoir être adressée à l'un ou l'autre des canaux de manière extrêmement simple. La problématique, c'est souvent la DSI des distributeurs. Où là, la DSI, on fait face à des ayatollahs. Dès qu'on veut leur apporter du contenu additionnel, là, c'est beaucoup plus long. J'en ai vu qui rigolent dans la salle, mais IBM qui est là au bout doivent le vivre au quotidien. Bah oui. Mais je pense qu'on fera peut-être une SoBuzzConf dédiée DSI un jour. Ça sera moins fun. Ah, qu'est-ce que t'en sais? Voilà la guerre des boutons. Hein. Les marketeurs d'un côté, les ingénieurs de l'autre. Non, on ne sait pas. Donc, beaucoup d'enjeux, mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités que vous présentez de la table ronde juste après. Ouais, c'est ça. On va y travailler. Donc, je pense qu'on a déjà grandement répondu à cette question. Pourquoi se mettre à repenser tout ça et surtout les enjeux? Donc, je vais voir si Coralie, tu as eu quelques questions qui remontent. Les gens sont timides, donc c'est pas encore. Il faut qu'on redonne une tournée de café ou quoique sur Twitter, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ou qui veut réagir un petit peu à tout ça? Ouais. Eric Daubier, IBM. Alors, je vous présente rapidement Eric quand même. C'est celui qui, à l'intérieur du village de l'innovation, identifie les startups. Et on s'est rencontrés un jour, il a effectivement compris SoBuzz. Et c'est Eric qui nous a amenés dans les méandres IBMers qui nous ont apporté beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Je t'écoute, Eric. Non, c'est pas une question, c'est un commentaire, mais tu dis il va falloir faire une conférence sur l'IT, enfin la DSI. Je pense qu'il faut l'adresser urgemment parce que on est bloqué aujourd'hui entre la collecte de données et il y a beaucoup d'idées qui jaillissent quand on dit on est capable de collecter des données et de spécifier, de qualifier les profils des clients pour faire tout un tas de choses. Le problème, c'est que les données, faut les injecter dans les systèmes d'information des entreprises. On a parlé de Carrefour, qui est un gentil client d'IBM, hein, mais tous sont comme ça. C'est-à-dire, à partir du moment où il faut passer à l'action informatique, ça devient compliqué pour plein de raisons. Hein. C'est à leur corps défendant, mais il y a des raisons techniques et des raisons juridiques. Et ça, c'est des sujets qu'il faut adresser parce que je pense que c'est la clé de beaucoup de choses. Une vision sans exécution, c'est une hallucination, hein, c'est ce qu'on dit. Donc, c'est bien d'avoir une vision marketing, il faut être capable de l'exécuter et souvent on bloque là. Bon, ok. Merci à toi. Annabelle, tu voulais rajouter quelque chose? J'ai lu dans tes yeux qu'il y avait du vécu dans tout ça. Tout est dit? D'accord. Donc, Annabelle qui bosse étroitement avec la DSI de Mercialis et qui travaille, avec qui on bosse depuis un moment. Hein. Ça fait 3 ans, je crois, qu'on bosse ensemble. D'autres témoignages, remarques? Annelise, tu voulais parler? Ah oui, mais c'est gentil. Vous entendez bien au fond? Ça va? Nickel. Bon, écoutez, super. Merci. D'autres témoignages? Non, c'est bon. Merci beaucoup. On va passer à la table ronde. Le maître du temps va être content. On peut l'applaudir, notre ami Mickaël. Cool. Alors, la dernière SoBuzzConf, on nous a dit c'est ultra trop court. Donc, cette fois-ci, on a prévu large et du coup, on a un peu d'avance. On va pas s'en priver. Donc, après cette page sur les enjeux, mon micro arrête pas de couper. C'est moi qui coupe ou ça coupe vraiment dans la salle?
Ça coupe vraiment la salle. Et j'ai changé de micro, mais bon, c'est pas grave. Il y en aura un autre qui va arriver. Il faut que je les tienne comme ça. Ah ok, merci. Je coupe les ondes en le tenant comme ça. C'est bon, j'ai compris. Vous avez compris pour la table ronde, ça marche. Donc je vais accueillir, dans l'ordre, Anne-France Bril. Je t'invite à venir ici. Moi, je vais me mettre là. J'invite notre ami Frédéric Morin et j'invite notre ami Philippe Gérardi. Alors, ils vont se présenter les uns et les autres. On les applaudit, merci. Donc, Anne-France, qui vient tout juste de quitter Colgate-Palmolive, va se présenter et elle incarne pour nous la partie fabricant, comme Michael aurait pu incarner Coca-Cola il y a quelques mois en arrière. Et elle va nous parler des 3 problématiques sous cet axe-là. Frédéric, tout à fait à droite, qui lui représente Sogec, donc qui est la partie comment générer du trafic, donc du produit. Ensuite, faire venir les gens au magasin. Et Philippe, au milieu, qui lui gère des systèmes de caisse, des systèmes de marketing et qui donc va mesurer le passage en caisse. Et donc notre grand rêve chez SoBuzz, finalement, c'est que les gens soient impliqués sur des jeux Facebook, Twitter, web et autres, mobiles, etc. Que par ces jeux, on va prendre un exemple, non, il ne faut pas trop dire de marque, donc je ne vais pas trop donner de nom, mais de marques qui distribuent des coupons. Et au moment où le coupon est consommé en caisse, via le CIMAG, cette information est remontée de manière à ce qu'on puisse valoriser l'implication d'une personne sur les réseaux sociaux, l'implication d'une personne à l'intérieur du magasin, et d'avoir une boucle qui soit complètement bouclée avec l'aide des DSI. Donc tu as raison Eric, je pense qu'on va faire cette conférence SoBuzz avec les DSI dans les plus brefs délais. Et on va inviter marketeux et DSI pour voir tout ça. Donc je vous laisse vous présenter. Tu as un micro, tu as vu qu'il ne faut pas le tenir par en bas. J'ai compris, ouais. Je t'invite à garder bien contre le menton pour qu'on m'entende bien. Voilà, Donc, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Mais d'habitude, sans le micro, les décibels vont jusqu'au bout de la salle. Donc, je suis Anne-France Bril. J'ai passé 25 ans chez Colgate-Palmolive, donc grosse société de consommation internationale. J'ai été à peu près dans énormément de régions. Je suis passée de Johannesburg à Damas. J'ai habité à Beyrouth, pour Colgate également. Je me suis occupée de choses aussi exotiques que Tahiti et Nouméa. Donc j'ai fait du marketing et du shopper marketing un peu dans tous ces endroits. Donc dernièrement, les 5 dernières années, j'ai mis en place le shopper marketing chez Colgate pour la division Afrique, Moyen-Orient et Russie. Donc des territoires vraiment très différents. C'est une initiative qu'on a prise au niveau mondial et toutes les grandes divisions ont suivi un petit peu la même ligne, mais il est clair que dans ma division, il y a eu quelques adaptations à mettre en place. Voilà. Donc comme disait Alexandre, je vais un peu représenter les marques dans notre discussion. Donc on te remercie d'être là parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un miroir avec cette expérience. Puis en plus, tu m'as dit 25 ans. Ouais. Donc je ne vais pas insister sur la date, mais ça veut dire que tu as vu des évolutions, quoi. Ah oui, j'ai vu des claires évolutions. Bon, ça roule. On va continuer. Frédéric. Bonjour à tous. Moi-même, donc, je travaille depuis 10 ans chez Sogec. L'idée ce matin, c'est de compléter quelques chiffres que vous a donné Michael au travers d'un observatoire de la promotion que nous publions chaque année et dont les chiffres seront accessibles d'ailleurs dans les prochains jours. Et donc l'idée, c'est de partager quelques chiffres au travers des questions. Accessible où ? Il sera accessible sur le site de Sogec, téléchargeable, j'imagine, d'ici une quinzaine de jours. Mais on partagera avec vous quelques chiffres. Et puis j'ai un parcours moi-même très tourné autour du consommateur et du shopper, puisque avant ces 10 années chez Sogec, j'ai passé 15 ans chez Nielsen. Et donc la problématique des panels consommateurs était un sujet qui m'a animé aussi pendant une quinzaine d'années. Voilà. Donc il y a des questions même au-delà de la question promotionnelle, mais plus sur le rôle des études, on pourrait éventuellement... Alors je sais que c'est un challenge que je vais te défier là. Sogec en 2 mots. Sogec en 2 mots, Michael en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est effectivement historiquement la société qui gère énormément d'opérations promotionnelles, qu'elles soient immédiates ou différées, qu'elles soient dans la théâtralisation des offres promotionnelles, mais aussi les jeux concours, etc. Et donc c'est un savoir-faire qui a une quarantaine d'années sur ces métiers-là, au service des marques. Donc pour la petite histoire, on s'est rencontrés par l'intermédiaire de Cyril Bladier, qui nous a fait la brillante introduction. Merci, je t'ai pas remercié, donc ça c'est fait. Et effectivement, donc on travaille sur cette convergence entre les métiers traditionnels de la promotion et le social media. Philippe, à toi.
Eh bien, bonjour. Donc, moi, je suis Philippe Girardi, société CIMAG. On a un historique issu du système d'encaissement, donc très orienté DSI à l'origine, et de plus en plus par la construction, par la relation client qui devait se mettre en place au travers des systèmes de fidélité, on s'est trouvé être le lien entre le passage en caisse, donc l'aspect concret et dur du ticket de caisse que l'on traitait sur nos systèmes, et tous les outils d'animation commerciale et de fidélisation qui permettaient là de faire le pont vers les équipes marketing et tous les besoins des équipes marketing. Si je dis pas de bêtises, les cartes à trous, c'était vous? Non, on n'a pas le droit. Non, c'est pas vous. Non, on n'a pas fait de carte à trous. C'est pas c'était un peu difficile. Les cartes à points, c'est pas vous. Mais carte à points électronique, ça c'est bien. Nous, ça, on fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Et CIMAG, ça date de quand En CIMAG, c'est 93, donc vraiment à l'origine, on parlait vraiment que de système d'encaissement, de monocanal, de shopper, on n'en parlait pas du tout, le mot n'existait pas. On cherchait à faire de la fidélisation, mais autour du passage client en caisse et donc des systèmes de promotion. Et donc progressivement, on est passé sur la fidélisation, sur le multicanal, le parcours client, hein, et aujourd'hui très important. Et on a rencontré donc Sobuzz au sein du salon Chèque aussi. Au Chèque, ouais, c'est vrai que tout s'est fait en juin en fait. Hein. Cette SoBuzzConf a été préparée en juin à Marseille. Donc notez bien qu'au mois de juin, vous allez revenir à Marseille en 2015 sur ce salon du Chèque où tout se passe. Il y en a qui... Il y a des regards dans la salle, je dis que ça. Bon, on embraye. Donc on va traiter 3 questions. La toute première, on va être pragmatique. On a fait des enjeux, là on y va dans le pragmatisme, dans les solutions que vous avez envie de partager. Comment générer du trafic en point de vente? On t'écoute, on commence par toi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire? On n'est pas que là pour parler du présent ou du passé, mais aussi des prospectives. Puis là, ta parole est libre puisque tu as même... voilà. D'accord. Alors, moi, je voudrais d'abord revenir un peu sur la façon dont on envisage le shopper, voilà. Tout près du menton. On envisage le shopper marketing chez Colgate. Donc, l'idée, c'est vraiment d'ajouter de la valeur ajoutée, à la fois aux marques, à la fois aux distributeurs, parce que c'est une composante très, très importante, évidemment, pour les marques. On se doit d'avoir des partenariats avec les distributeurs. Et l'idée, c'est de créer des programmes et des stratégies qui soient basées sur quelque chose qu'on appelle l'insight. Et si j'avais un seul mot à évoquer pour nous au niveau du shopper marketing, c'est cet insight shopper qu'on doit avoir. C'est quoi insight? Alors l'insight, on va dire, c'est très dur à dire en français, mais on va dire c'est une connaissance clé, c'est un élément sur lequel on va pouvoir faire levier pour convaincre le shopper. Alors on l'a eu avant longtemps pour le consommateur, quand on parlait que du consommateur, mais on peut aussi avoir un insight qui est plus shopper. Cyril le disait, c'est pas facile de faire la différence entre les deux, hein, entre le shopper et le consommateur. Parfois ils sont ensemble, parfois ils le sont pas. Dans mes marchés, mon shopper c'est souvent la maid. Quand on va à Dubaï, quand on va en Arabie Saoudite ou même dans le Moyen-Orient, c'est souvent une maid pour le contexte familial qui va faire le shopping. Colgate a aussi une... Donc ça veut dire que tu t'adresses ni au papa ni à la maman, mais tu t'adresses à la femme de maison. À la fois on s'adresse au papa et à la maman, mais c'est vrai que la femme de maison, il faut la prendre en compte. Parce qu'elle elle qui va faire l'achat. C'est quand même elle qui va faire l'achat. Et elle va quand même avoir un minimum de pouvoir de décision, même si elle a une liste de courses. Et on a un extrême, et là, ça vous parlera bien de la différence entre le shopper et le consommateur. On a une société qui s'appelle Hills, qui vend des produits pour nos amis les animaux. Donc là, il est bien évident qu'on ne peut pas confondre les deux. Donc pour revenir à cet insight, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous, parce qu'on part du principe que si on n'a pas acquis un de ces insights, le programme, il va pas fonctionner correctement, on va pas convaincre, on va pas inspirer, on va pas engager et on n'ira nulle part. Et donc, quand on a cet insight qu'on aura acquis, souvent en faisant beaucoup de recherche marketing, de nombreux panels et autres, d'études qualitatives ou quantitatives, pour essayer de vraiment comprendre ce qui se passe. Et les études typiquement Shopper, on les a mis en place... mais il n'y a pas plus de 6-7 ans, hein, mais on a beaucoup investi. On a passé plus de 30 à 40% de notre budget dans les dernières années pour avoir ces études-là.
pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe en magasin. Voilà, je suis devant un linéaire, je mets combien de temps à attraper un dentifrice quand il est rouge ou quand il est blanc. On descend dans ce niveau de détail. Donc, c'est pas toujours facile de l'avoir, mais quand on l'a, on va ensuite l'intégrer dans un programme de marketing intégré qui est l'autre partie vraiment très importante pour nous, qui ne va pas être que digital. Le digital est très important, mais on va, et plus important bien sûr par les temps qui courent, mais on va vraiment avoir tout le parcours du consommateur qui va être géré à tous les niveaux, autant en publicité, parce que ça reste très important pour un produit de grande consommation. Il faut quand même vraiment du top of mind, il faut quand même de la pub qui inspire. On va amener nos consommateurs en magasin, on va s'occuper d'eux de façon vraiment précise en magasin, avec du digital, avec du physique, avec de la PLV, avec des gens en magasin, et puis on va essayer, c'est peut-être la partie la plus difficile, de les suivre encore à la sortie. Donc cet insight, il va être décliné sur tout ce programme de marketing et de shopper marketing précisément intégré. Voilà, c'est un peu la base de ce qu'on fait. Mais est-ce que tu penses que c'est... Je comprends bien ce que tu as dit. Plus précisément, dans tout ce dispositif, qu'est-ce qui va générer du trafic en point de vente? Est-ce que c'est plus la pub, c'est plus des programmes clients? Parce que en plus de ça, tu nous as parlé d'un panel de produits quand même assez large. Je vois pas comment ton tube de dentifrice va parler à son consommateur pour lui dire va vite vers le plein du tube de dentifrice. Oui, tout à fait. Le point, c'est que c'est très difficile de dire chez nous quel est l'élément qui va déclencher. En général, on a beaucoup parlé de la liste de courses. Michael, tu as fait raison, c'est vraiment la colonne vertébrale. Il est clair que si notre shopper, il n'a pas mis dentifrice sur la liste de courses, non, ça ne le fera pas, faut pas rêver. il y aura rien à faire. Par contre, s'il a mis dentifrice et pas dentifrice Colgate, et qu'il a mis dentifrice Signal, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Par exemple, en Afrique du Sud, c'est un gros marché pour nous, l'Afrique du Sud en Afrique. Ils utilisent énormément le mobile, alors le mobile de base, pas nos fancy iPhone, etc., mais vraiment le mobile de base. Et ça, tout le monde y a accès, c'est statutaire, voilà. Ils ont des forfaits avec 2 millions de SMS. Donc, vraiment, quand on les met en magasin, ils vont passer s'ils ont prévu d'acheter du dentifrice. S'ils avaient prévu d'acheter nos amis de chez Signal, on va leur envoyer un SMS à ce moment-là où on va essayer de les repérer pour pouvoir leur dire « Attendez, il y a des choses plus intéressantes. Nous, on va vous filer des minutes gratuites. On va faire ceci, on va faire cela. » Et on va les amener à essayer de réfléchir. Et puis, évidemment, il y a tout ce qu'on met en place dans le magasin. Ça, c'est très important au niveau de la PLV, qui n'est pas forcément digitale, mais on essaye encore une fois de lier tout ça ensemble pour que c'est un effet de synergie, pour que ça déclenche l'acte d'achat. Et c'est cette synergie, ce n'est pas uniquement un des éléments. Alors concrètement, ça veut dire que tu travailles même sur des mobiles qui ne sont pas sur des smartphones, qui ne sont pas des smartphones, oui. Et que tu es capable sur des mobiles qui ne sont pas des smartphones de dire lui, il est pas loin d'un magasin. Et je vais lui parler de Colgate pour qu'il ne se trompe pas entre Colgate et Signal. C'est ça que tu es en train de dire. Ça, c'est la marque qui le fait. Alors, ça dépend des pays, mais c'est vrai que l'Afrique du Sud, on a quand même encore une chance. D'abord, on a une position très forte en Afrique du Sud. On a plus de la moitié du marché, donc ça aide. Mais en plus, on est très bien établi avec les distributeurs locaux. Ce qui fait que par rapport à des marchés comme la France, où c'est quasiment impossible d'avoir des données et des partenariats où on échange les données avec les distributeurs, ou en tout cas, c'est un petit peu leur précaré. En Afrique du Sud, on arrive encore à avoir des agreements avec certains des distributeurs où ils partagent certaines informations. Donc, quand ils rentrent dans ces magasins, via ces tout petits SMS, parce que c'est franchement, pour la majorité des gens, c'est encore le seul moyen de vraiment pouvoir échanger. C'est comme ça qu'ils font leur banking pour des petites sommes parfois. Mais c'est vraiment fabuleux en Afrique du Sud. On arrive à leur envoyer des informations et créer l'acte d'achat dans ces cas-là. Couplé à des tas de PLV, des jolies animatrices et tout ce qu'on peut imaginer d'autres qui sont plus basiques que marketing traditionnel. Frédéric. Oui.
quand on te dit comment générer du trafic en point de vente, on en prend pour 3 heures. Non, on va essayer Fais d'être gaffe. court. D'abord parce que Mickaël a déjà commenté quelques chiffres. C'est ton cœur de boulot. Mais je vais revenir effectivement sur quelques chiffres de l'Observatoire de la promotion, puisque ce qui nous intéresse lorsqu'on mène cette étude chaque année, c'est finalement non pas d'être l'idée par l'innovation technologique autour de la promotion, mais davantage de questionner le shopper et finalement quelles sont ses attentes. Ce qui est assez intéressant dans les résultats que l'on a, c'est que finalement, en amont, qu'est-ce qui va générer le trafic en point de vente ? C'est la prise d'informations en amont. C'est les jours qui précèdent cette visite, ce trafic, et quelles sont les sources d'informations auxquelles ils ont accès pour décider finalement l'enclenchement de ce parcours d'achat. Alors, ce qu'on note aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu un millefeuille. Tout à l'heure, Mickaël parlait de millefeuille à propos de la proximité et des autres circuits de distribution, mais on pourrait dire la même chose à propos de la prise d'information. On voit par exemple que les catalogues, les prospectus, tu parlais tout à l'heure de la boîte aux lettres avec Mickaël, restent un levier important, puisque les deux shoppers sur 3 finalement consultent ces prospectus. La moitié d'entre eux déclarent même ponctuellement les emmener jusqu'en magasin, donc ça reste un média. Certes dans l'univers du print, mais qui joue toujours un rôle important, sans doute pour plusieurs raisons d'ailleurs quand on les questionne, c'est que l'ouverture de ma boîte aux lettres, c'est finalement un moment sur lequel je suis préparé à recevoir des informations de la part des marques. Donc c'est un moment privilégié paradoxalement au foyer. C'est pas un moment où je m'y attends pas, puisque finalement j'ouvre ma boîte aux lettres. Aujourd'hui elle s'est plutôt vidée de tout un tas de courriers administratifs qu'on n'a plus. En tout cas, parmi les bonnes nouvelles, il y en a de moins en moins, puisque éventuellement on va recevoir un PV ou la déclaration d'impôt, mais finalement le prospectus, c'est les informations, ou les catalogues, les informations plutôt positives qu'on va tirer de cette boîte aux lettres. Pour autant, il y a eu un empilement d'autres offres, puisqu'effectivement la part du digital pour cette prise d'information est importante. Si 2 sur 3 disent consulter les prospectus, 20% disent aussi qu'ils les consultent en ligne. Donc on voit qu'il y a plutôt un empilement et qui d'ailleurs ils sont de plus en plus à la recherche d'informations. Donc ils sont dans une situation qui est d'ailleurs un peu schizophrénique, puisqu'ils disent à la fois je veux plus d'informations, et j'ai des moments privilégiés, j'en ai sur différents médias qui ne sont plus forcément uniquement le print. Pour autant, j'ai pas plus de temps à y consacrer. Donc on est un peu dans une situation avec je veux plus d'informations, mais je ne veux pas y consacrer plus de temps. Et la conséquence de ça, c'est sur les nouveaux médias ou les nouvelles prises d'informations qui seraient digitales. Je suis plus exigeant sur à la fois l'ergonomie, l'intérêt, l'immédiateté de la prise d'information. C'est-à-dire que finalement, ils sont plus indulgents sur des médias traditionnels. Le catalogue, il est finalement toujours à peu près comme il était il y a quelques années dans son univers print. En revanche, dès qu'on est dans l'environnement digital, leurs attentes, c'est de trouver la bonne information et plus vite. Parce que c'est du temps additionnel, mais finalement, je ne peux pas consacrer au global plus de temps. Donc le déclenchement, c'est la prise d'information. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sur la liste de courses, etc. Mais c'est vrai, c'est que cette liste de courses, elle est constituée d'abord en amont par la prise d'information. Quelles sont les marques qui m'intéressent, quels sont les produits, quelles sont les promesses que m'ont fait. Et là, on ne parle pas que du prix, on ne parle pas que des promotions, c'est de la prise d'information. En revanche, elle s'est démultipliée. Donc il y a surabondance de médiatisation des marques. Pour autant, mon temps est consacré et reste le même. Donc c'est un peu la difficulté qu'on a aujourd'hui sur ce déclenchement. Qu'est-ce qui va le déclencher ? C'est la juste information au bon moment. Et dans l'univers digital, le degré d'exigence est plus élevé. Et puis effectivement, la problématique que tout le monde relève, c'est l'usage du smartphone aujourd'hui, dont on dit... Alors, j'entendais il y a quelque temps une conférence qu'on disait qu'on le prend jusqu'à 150 fois par jour entre les mains. Je ne sais plus qui parlait de 3 heures, mais en tout cas, c'est 150 actes. Alors, certains l'ont du matin au lever jusqu'au soir. Mais en tout cas, voilà, c'est un média, c'est un écran que j'ai systématiquement avec moi. Tout à l'heure, tu disais la grand-mère de Mickaël, elle n'est peut-être pas prête à venir dessus, mais on a quand même 30 millions de mobinautes en France. Donc, ça n'est plus un débat de dire aujourd'hui, le smartphone est un média pour... une sous-population qui serait finalement très restrictive. En réalité, elle s'est vraiment vulgarisée. Et quand on parlera des jeunes, sans doute tout à l'heure, on verra que c'est particulièrement vrai dans leur usage, pas dans l'équipement. L'équipement, finalement, est assez homogène au travers des tranches d'âge. En revanche, en termes d'usage, effectivement, ils ont un usage qui est encore plus éprouvé que leurs parents. Ok. Donc, à la question comment générer du trafic en point de vente ? La génération du trafic en point de vente, c'est l'efficacité du message. Je crois que le premier, c'est sur la prise d'information, c'est comment effectivement je transforme une information en intention d'achat, et donc comment je bascule de l'envie à l'engagement. Si on devait reprendre les termes, on suscite par des informations une envie, mais finalement cette envie, comment je la transforme dans l'engagement. Alors est-ce que c'est la liste de courses ? Et avec le panel d'outils que tu as cité, à savoir la boîte aux lettres et le digital. Et le digital sous toutes ses formes. Le digital sous toutes ses formes, puisque finalement, le smartphone, notamment, permet de sortir du foyer. Puisque finalement, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, le lieu privilégié, ça restait le foyer. La boîte aux lettres, le mail,
mon PC, la tablette sont quand même tous tournés autour de la consommation d'informations au foyer. Le smartphone te fait sortir de cet environnement-là. À la limite, va venir en concurrence avec des mécaniques plus traditionnelles qu'on voyait, qui étaient le street marketing, qui étaient d'autres opérations en dehors du foyer. Aujourd'hui, comment je digitalise finalement ces autres médias qui étaient de la prise d'informations en dehors du foyer. Et c'est vrai que le smartphone, il contribue beaucoup. Bon, les insights dont Anne-France rêve et qu'elle achète très cher, vous de votre côté, ça se passe comment? Ça passe bien. Non, mais on essaye effectivement de travailler sur l'amélioration du retour sur investissement. Ce qui est intéressant avec la digitalisation des offres promotionnelles, hein, si on parle, ne parlons pas de Coty, mais parlons même des autres offres, lorsqu'on mène des opérations qui ont vocation à être digitalisées, on collecte beaucoup plus d'informations sur l'intention d'achat au travers de l'intention de participation à une offre promotionnelle. Dit autrement, quand je faisais ce qu'on appelle des offres de remboursement par un canal papier historiquement, j'avais quelle information? J'avais l'information des gens qui ont effectivement été jusqu'au bout de la transaction, puisque c'est l'information finale. C'est ce que je voulais entendre, c'est que tu mesures bien les gens qui ont consommé. Aujourd'hui, on mesure davantage l'intention en tout cas. Un exemple tout bête, si j'ai un site qui propose une offre promotionnelle pour une marque, j'ai bien sûr les gens qui participent à l'offre, mais j'ai les gens aussi qui sont allés jusqu'à éventuellement imprimer le document qui pouvait entraîner ma participation, mais qui sont des abandonnistes par rapport à ce parcours. Et puis j'ai aussi le trafic associé à ce site. Donc c'est autant d'informations qui permettent de déterminer. Les participants, ils sont 100% acheteurs, forcément, puisqu'ils ont acheté la participation, le produit dans l'objectif de se faire rembourser. Mais le fait d'avoir des actions qui ne sont pas abouties sont aussi autant d'informations sur l'enclenchement de l'acte d'achat, l'intérêt pour la marque, qui ne s'est pas forcément traduit par l'activation de la promotion qui est derrière. C'est sûr, ça permet de mesurer très finement. Quand tu mesures quelqu'un qui n'a pas transformé son coupon, ça te donne des indications pour savoir comment améliorer le prochain coupon. Est-ce que c'est la bonne cible? Est-ce que c'est la bonne offre, etc. La que bonne tu valeur. partages, etc. Ok. Bon, Philippe, toi, est-ce que, parce que c'est vrai que toi tu interviens dans le rôle qu'on t'a donné sur la partie passage en caisse, Oui. Et finalement, au moment de ce passage en caisse, est-ce que tu peux générer encore du trafic, faire revenir les gens, et qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Alors on passe effectivement, on a le contact avec le client lors du passage en caisse. Il faut prendre quand même en compte plusieurs cas de figure différents. C'est que d'une façon plus générale, le point de consommation est très différent si on est dans un magasin alimentaire avec une ligne de caisse ou dans un magasin de commerce spécialisé au textile, où la relation et l'acte d'achat finalement n'est pas au même moment. C'est-à-dire que si l'on veut influencer l'acte d'achat, la décision, dans un secteur alimentaire, le passage en caisse est trop tard. On va savoir faire revenir le client, le faire passer de consommateur à shopper. Et dans ce cadre-là, il faut bien comprendre aussi que la concurrence, elle est différente. Quand on parle de Web to Store, dans la réalité, c'est quoi? C'est canapé vers magasin. Donc une situation confortable à une situation qui ne l'est pas toujours quand on est dans l'alimentaire ou quand on est dans le commerce spécialisé. Donc la démarche que l'on peut avoir sur cette approche de créer du trafic, et par la suite dans les questions de travailler sur le panier, elle va être différente selon les secteurs. Alors lors du passage en caisse, on a plein d'informations. La liste des courses, c'est en fait c'est la wishlist, c'est la liste de souhaits. Le consommateur qui vient enregistrer... Il y a quand même une question que j'ai envie de te poser là, parce que tu me dises que tu es les listes de courses, j'en suis conscient, puisque à chaque fois que je passe à la caisse, quand je paye, l'addition, tu la connais. Oui. Par contre, comment tu sais que c'est moi? Et comment tu traites, pour générer du trafic avec un inconnu, comment tu fais si tu ne connais pas mon nom? Et pour générer du trafic avec une personne que tu pourrais éventuellement identifier, comment tu fais? Donc en fait, j'ai trois questions. C'est comment tu identifies les gens et comment tu gères les deux cas? Alors, la personne qu'on ne connaît pas, quand on a un panier moyen important, on le connaît par le profil du panier moyen. C'est-à-dire que le détail des articles, l'appartenance de certaines catégories ou de certaines quantités d'articles sont des éléments qui permettent d'identifier le profil du Donc quand tu as un panier avec 80% de produits bio, tu dis, bon, on va éviter de lui pousser certaines offres. Bien sûr. Et réciproquement, quand tu as un maximum de produits, tu vas lui poser les offres qui vont correspondre.
Voilà. Mais comment tu peux lui pousser si tu le connais pas et Alors- si tu n'as pas ses coordonnées? Alors par contre, c'est là où intervient la communication qu'on peut faire sur un ticket de caisse. Effectivement, le client qu'on ne connaît pas, la seule façon de discuter avec lui, c'est le ticket de caisse, c'est l'hôtesse de caisse, c'est éventuellement des coupons que l'on va pouvoir imprimer. Et là, on est sur la partie la plus restrictive, c'est on ne connaît pas le client, on n'est pas certain de pouvoir le recontacter. Et par contre, la seule information que l'on a, c'est le détail de tous ces articles qu'il a sur son ticket de caisse. Ça, c'est le premier cas de figure. C'est pas le plus facile à traiter, mais ce détail des achats apporte déjà beaucoup d'informations qui sont exploitées au moment du passage en caisse. C'est pas le lendemain, puisque le lendemain, on ne sait pas qui c'est. Donc, c'est au moment où il passe en caisse, c'est des articles clés qui sont significatifs. On sait identifier des articles qui sont représentatifs de certains profils de consommateurs qui vont permettre là de pousser à un instant T, c'est-à-dire au moment du passage en caisse, des informations complémentaires. Le client ou le consommateur ou le shopper connu, lui, on a beaucoup plus d'informations. Donc concrètement, connu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a donné sa carte de fidélité, il a donné... on a son nom, son prénom, son email, on sait tout. C'est ça? Voilà. Et on a son historique d'achat, on a son profil, on a ses habitudes, fréquence de visite. Et si la mécanique de liste de courses est mise en place, on connaît les souhaits qu'il a émis lorsqu'il a construit sa liste de courses avant de rentrer en magasin, et finalement, par quoi ça s'est traduit, quels sont les articles qui ont été identifiés sur sa liste, ça peut être Colgate, et finalement, il a acheté Signal. Hein. Donc ça, c'est des informations qu'on sait analyser et traiter au moment du passage en caisse. Hein. Alors, est-ce que ça génère du trafic ? Là, on parle plutôt du moment du passage en caisse. Toi, tu parles des insights dont nous parlait tout à l'heure Anne-France, c'est-à-dire que tu collectes. Je collecte, ouais. Et je traite au moment du passage en caisse. Hein. Et c'est là où on fait le lien en fait avec les équipes marketing, c'est que ces éléments-là, qui sont des moments où la décision doit se faire de façon immédiate, parce que le consommateur est présent, on sait construire des règles et on sait faire en sorte que les souhaits des équipes marketing se traduisent concrètement par une communication qui peut se faire au moment du passage en caisse auprès du client. Ça, c'est valable pour le secteur alimentaire parce qu'on a un grand panier, on a relativement peu de discussions entre l'hôtesse de caisse et le consommateur. Hein. C'est une opération mécanique, il faut que ça passe et il faut que ça passe vite. La démarche va être différente lorsqu'on va être, là je reviens sur le commerce spécialisé, sur lequel on va avoir beaucoup plus d'actions au travers des réseaux sociaux, beaucoup plus d'actions au niveau de l'accompagnement de ce consommateur en shopper. Et là, la démarche va être assez différente. Beaucoup plus de temps en caisse aussi. Si tu prends un magasin de vêtements ou de bricolage, ils ont plus de temps, tu penses ou... Alors, le temps en caisse, non. Mais le temps en relation personnelle avec le magasin, oui, va être beaucoup plus importante. Hein. On le voit hein, quand on parle de proximité ou de petite surface sur lequel il y a une relation individuelle qui se met en place. On prend les vins Nicolas, par exemple. Hein. Le passage en caisse et le passage en rayon, c'est quelques mètres. Hein. Ce qui compte, c'est la proximité, le conseil que peut apporter le vendeur, en l'occurrence. Là, la relation dans le rayon avec le caviste, avec la vendeuse, etc. Voilà. Et pour autant, ce caviste a absolument besoin de savoir quelles sont les habitudes de son client. Effectivement, les tranches d'âge, c'est une chose, mais derrière, quelles sont les habitudes de consommation, la fréquence de visite, l'historique de ses achats, sont des éléments importants. Et cette génération de trafic passe par une ambiance que l'on retrouve dans le magasin et la compétence en fait, que l'on a dans le vendeur. Ça me fait penser ça n'a rien à voir avec Sobos, c'est un de mes amis et ex-associés qui a déployé pour, on télémarque, donc une marque de cuisine française qui est bien répartie partout, un système où en fait ils font de la reconnaissance faciale. Ouais. Et où en fait le gérant du magasin renseigne la relation qu'il y a eu par rapport à chaque personne. Et donc au moment où les gens reviennent, ils sont capables d'avoir l'historique des questions qui ont été posées sur les tiroirs, parce que les ventes, ils n'en feront pas 50, eux, hein. Ils en feront peut-être une, peut-être deux. Et cette vente est très stratégique, c'est des ventes importantes. Donc ils ont justement investi dans cette connaissance et tu as raison dans la relation. Et en fait, les vendeurs ont l'information sur
non pas l'étiquette de caisse, puisqu'il n'y en aura qu'un, mais sur la relation qu'il y a eu dans le temps avec la marque. Ouais. Et donc là, cette notion de secteur, quand on parle d'un canal qui vient compléter les autres canaux existants ou les autres en fait, modes de communication, à nouveau, dans un hypermarché, le taux de transformation il est de 100%. On rentre dans un magasin pour acheter. Dans un commerce, dans un petit commerce, le taux de transformation, c'est un travail à faire au quotidien, comme dans les cuisines. La personne rentre dans le magasin, rentre dans la surface de vente, il faut en profiter, il faut avoir la réponse pertinente, il faut exploiter ce moment-là. Et donc, toutes les informations qui vont permettre de personnaliser la relation vont permettre justement d'augmenter le trafic et le taux de transformation que l'on peut avoir au magasin. Bon, merci. Est-ce que dans la salle, vous avez dans la salle ou sur Internet, Coralie, des retours, des tweets J'ai pas regardé en fait, ils sont sur l'écran. Alors, il y a l'hashtag qui est en train de topic. Ouais, 1/3 des femmes on stage, c'est rare dans le digital. Ah, ça c'est pour toi ça. Donc ça, je sais d'où ça vient. Je ne le trahirai pas, mais c'est vrai, tu as raison, c'est rare. Mais plus sur le shopper marketing ou le... Non, il n'y a pas ton nom. Hein. Je ne savais pas si tu voulais le... Ah bah oui, si, il est en dessous. Je suis bête. Ouais, c'est vrai. Non, dans la salle. Les commerces spécialisés, je crois qu'il y a quelqu'un qui peut nous en parler. Là. Tu te présentes, tu lui donnes le micro ? Ouais. Non, en fait, moi j'avais une question. Bonjour. Présente-toi. Oui, Annelise Cellier, donc chez Mad & Woman, agence de publicité. J'aurais bien voulu avoir votre point de vue sur les beacons. En fait, nous, c'est une technologie à laquelle on s'intéresse. Et c'est une technologie qui permet de se baser sur des applications avec des gros bassins d'audience, donc des applis déjà existantes, mais différentes de la marque. Et je voulais savoir un peu votre point de vue sur l'approche. Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que ça supposerait d'avoir un maillage un peu plus fort avant, puisque c'est un contact à l'instant T sur un moment de trafic en fait en magasin ? Et est-ce qu'on doit avoir peut-être une communication plus contextuelle ou plus relationnelle justement ? Parce qu'on est sur des prises de contact sur des gens qui ne sont pas forcément affinitaires, enfin pas affinitaires, mais en lien avec la marque. Du coup, je voulais avoir un peu votre point de vue global là-dessus. Ça nous fait la transition avec la partie suivante et c'est une super question. Vas-y. Vous pouvez préciser un petit peu ce que vous entendez exactement par beacon ? Alors, beacons, en fait, c'est des petits détecteurs qui sont positionnés dans les magasins et qui permettent en fait de capter les consommateurs à proximité du lieu de vente. En se basant par exemple sur des applications à forte audience type Marmiton, mais pour une marque, je sais pas moi, de prêt-à-porter, mais dont on sait qu'elle est affinitaire avec cette application. Et ça permet de pousser en fait du contenu, soit promotionnel, mais on peut aussi imaginer que ce soit plus expérientiel ou... Alors, on a des professionnels de la géolocalisation dans la salle. Je les laisserai se manifester s'ils le souhaitent. Là, on est sur une problématique de géolocalisation dans le point de vente parce que des fois, par exemple, essayer d'envoyer des SMS depuis la salle où on est, c'est compliqué, ça passe pas vraiment. Donc, il y a des technologies comme le Beacons qui sont des petits capteurs Bluetooth que tu vas disposer et qui vont permettre de détecter les gens à certains points. C'est un peu complémentaire à la technologie Li-Fi dont je te parlais tout à l'heure. Qui fait un peu ça. Bon, nous, c'est quelque chose de facto tel quel qu'on n'a pas exactement utilisé, mais ça me semble quelque chose qui peut être très pertinent, pour autant que le message qu'on envoie à la suite soit pertinent lui aussi. Et là, je reviens à mon insight. Je pense que la technologie est très intéressante, mais il faut que ça se couple à un message qui soit tout à fait pertinent à ce moment-là pour le shopper. Sinon, c'est pas très utile. Je crois que Frédéric... Oui, et je passerai la parole ensuite à Mickaël, qui est sans doute plus pointu que moi sur le sujet. Nous, on a une application jumelle qui existe en Belgique et qui effectivement a fait des tests entre une marque de soft drink et Deleuze, en l'occurrence, sur le sujet. Donc on voit qu'il y a un intérêt pour le faire. Juste le bémol, avant que Mickaël aille sans doute dans le sens inverse de ce que je vais dire, mais c'est notre quotidien au bureau. C'est des collègues. Hein. C'est de faire attention à l'intrusivité consommateur. C'est-à-dire que dans l'étude qu'on a vue, la sursollicitation, le shopper, il est effectivement, on l'a dit, du fait de la facilité de tous les médias par lesquels on peut le toucher, on est tenté de le solliciter de plus en plus.
pour répondre sous un angle promotionnel, on est assez méfiant là-dessus, inspirationnel davantage, mais ça va dépendre véritablement de l'environnement. Et avec toujours la même question qui est en filigrane, on en parlera sur la partie en magasin, mais c'est la question du temps pour le shopper. C'est-à-dire que soit il est dans un environnement plaisir, on le verra que notamment tout à l'heure ils disent que la promotion est un levier sur le plaisir parce que finalement ça peut me faire découvrir d'autres produits, etc. En revanche, ils ont quand même une contrainte de temps. Donc la sollicitation en point de vente est une vraie question. Il y a eu des expérimentations qui ont été faites en Belgique, en tout cas que nous on connaît, mais il faut faire attention à est-ce que c'est le bon moment finalement. Donc tu as le risque d'être trop intrusif et d'avoir l'effet contre-productif d'envoyer une offre promotionnelle de couche à celui qui n'en veut pas et un message à un moment. Donc quand on ouvre la boîte aux lettres, on est d'accord qu'on s'y attend. Mais quand on passe au coin de la rue ou quand on passe au coin d'un rayon, qu'on dise non, hop, tournez à droite, là vous êtes chez Signal, il faut aller chez Colgate, ça c'est peut-être pas bon, quoi. C'est ça. Ça risque d'être un sujet. Ça risque. Mickaël, tu veux compléter ? Alors oui, en effet, on n'est pas tout le temps d'accord. Concernant le beacon, moi je suis pour. Je suis pour que ça fonctionne, il faut que ça soit dans l'univers de la promesse de l'application qui va porter le beacon. Pour ça, il faut une application qui soit très largement chargée. Celle qui fonctionne le mieux en France, c'est l'équipe. L'équipe, elle est ouverte, elle est téléchargée, 7 millions. Elle est ouverte tous les jours. Elle est opt-in parce qu'on veut recevoir les résultats du match de rugby actuellement ou du match de foot. Pour autant, si l'équipe m'envoie un bon de réduction, là, je suis un peu hors sujet. Donc c'est ce qu'on essaye de porter avec cette application Coty, qui est vraiment dédiée au shopping et qui a été testée en Belgique, où une marque de boissons gazeuses, je vous en ai parlé tout à l'heure, a testé avec Deleuze les promotions lorsque j'arrive dans le point de vente. Je sais que sur ma liste de courses, il y a marqué cette fameuse marque ou la concurrente, pourquoi pas. Donc je reçois mon push qui m'emmène jusqu'au rayon. Donc là, c'est vraiment jusqu'au dernier mètre, jusqu'au dernier centimètre. Et quand je suis en face du rayon, là, je reçois un second push avec ma promo. Ma promo, qui par rapport à ce que tu disais, les insights, peut être personnalisée. C'est-à-dire que moi, je consomme du light, mon voisin consomme du zéro, et ben, on aura le bon produit. Alors, donc le beacon, oui, mais dans le bon environnement. Et attention, quelque part, aussi aux investissements. Et je vais revenir avec nos amis d'IBM qui sont encore tous là-bas. On va encore faire appel à la DSI, généralement des distributeurs, pour pouvoir poser ces beacons, parce que même s'ils peuvent être en totale autonomie, on va avoir une barrière à franchir qui va être l'autorisation de les poser. Généralement, pour que ça marche, pour un hypermarché ou un supermarché, il faut qu'il y en ait au moins 5 ou 6 à paramétrer et à multiplier par le nombre de points de vente. Donc ça marche, il faut que ça soit dans l'univers dans lequel on souhaite adresser le shopper. Juste avant que te laisses la parole, il y a Eric qui a quelque chose à apporter. En fait, ce que j'ai envie de tirer comme conclusion de ça, c'est un peu comme dans le social media. Hein. C'est-à-dire que si on pousse pas le bon message aux bonnes personnes et au bon moment, on est mort. Et c'est ça le boulot des agences, hein. C'est votre boulot. C'est-à-dire que c'est à vous d'avoir l'intelligence des valeurs que vous voulez véhiculer. C'est à vous d'avoir l'intelligence avec votre partenaire marque, de dire, ben voilà, on veut parler de proximité, on veut parler d'affinité, on veut parler d'excellence, on veut parler de luxe, on veut je sais pas quoi. Et plutôt que de pousser n'importe quoi, n'importe quand et de s'appeler Rémi Gaillard pour devenir n'importe qui, mais plutôt d'essayer de rentrer dans ces valeurs et de bien les guider en beacon comme en social media. On a souvent des gens qui essaient d'utiliser... Voilà, celui qui a inventé le marteau, il pensait pas que Pinochet s'en servirait pour torturer des gens, quoi. Hein. Mais ça sert pas à ça, quoi. C'est des images qui sont dangereuses par moment. Mais... Ouais, bon, excusez-moi, c'est ce qui m'était venu. Eric, on t'écoute. Oui, c'est difficile de réagir après les gens. Ouais, excuse-moi. Le coup de Pinochet est dur. Sur le marteau, j'ai pas grand-chose à dire. Par contre, sur les beacons, en fait, je vais dire plutôt sur toutes les technologies qui existent de permettre de faire la géolocalisation indoor, comme on dit. Donc il y en a plusieurs. Hein. 2-3 commentaires. Premier, on n'est pas obligé de s'adresser uniquement à la personne et de taguer la personne. On peut aussi taguer les produits pour voir ceux qui bougent pas, ceux qui sont essayés, ceux qui
qui en stock, en magasin, en rayon, qui sont déplacés, essayés, remis en rayon parce qu'ils n'allaient pas. Donc, bref. Ah, tu veux dire faire des insights, On non peut pas faire sur le des consommateur, insights, mais sur le la- produit. Voilà, donc ça c'est un premier sujet. Deuxième sujet, non mais je vois beaucoup de startups et je vois beaucoup de gens innovants. Hein. Deuxième sujet, on peut analyser la personne sans avoir son nom. Donc ça peut être une façon de s'émanciper, je dirais, de la notion intrusive. Hein, tout ce qu'on a dit tout à l'heure au niveau de la personne, du protection de la vie privée de la personne. On peut analyser le trafic d'une personne ou des personnes dans un magasin sans les connaître, sans avoir leur nom, ni même sans reconnaître leur visage, hein, d'ailleurs. Et la notion de chalandise ou de succès d'un rayon en fonction du trafic et des arrêts qui sont faits autour d'un rayon particulier et donc en face d'un produit particulier sont des notions de succès qui peuvent être intégrées dans toutes les données qu'on peut collecter. Donc ça, c'est une piste qu'on peut évoquer. On n'est pas obligé d'avoir le nom de la personne pour avoir des informations, quoi. Voilà. Donc ouais, je te confirme. Et on revient toujours après à un sujet qui est infernal, c'est qu'une fois qu'on collecte, on parle beaucoup de collecter les données, on ne parle jamais ou pas assez de les corréler et de les intégrer et derrière de pouvoir faire le push qui est derrière. Voilà, tu parles des millions de données qui sont chez nous et qui dorment, c'est ça ? En gros. Voilà, c'est ça. Comme partout. Et qui ne sont pas dans les DSI parce que les clients qui nous passent des commandes et qui veulent de l'activation social média sont dans un service qui ne travaille pas forcément avec le service commercial ou pas forcément avec le service marketing et qui donc garde ça en stock pour un jour ou pour plus tard. Donc ça. Mais je vais revenir sur ce que tu disais. Juste, le troisième commentaire que je voulais faire, mais c'était juste pour abonder sur ce qu'a dit le monsieur de Sogec. Excuse-moi, j'ai oublié ton nom. Mickaël. Pour dire que finalement, il était caché derrière le poteau, oui, effectivement, on peut analyser le trafic ou ce que fait une personne et avoir son nom dès l'instant qu'effectivement on est dans son univers et qu'elle a intérêt à se déclarer. Et il faut un opt-in, hein, c'est obligé. On est en France, on est dans les pays démocratiques, donc on respecte un certain nombre de fondamentaux. Mais la personne peut donner son opt-in. J'ai vu dans ta brochure, tu dis de manière assez pertinente, je vais reprendre ta brochure. Donc voilà, opt-in CRM 85%. Donc quand les gens sont intéressés, ils acceptent de donner leur opt-in. Donc à partir de là, voilà, on peut franchir quelques barrières. Donc tout n'est pas complètement interdit. Alors ça marche bien. Il faut le faire proprement. Ça marche bien quand on est dans les valeurs de la marque et dans l'intérêt du client. Donc là, je renvoie une fois de plus la balle à nos amis des agences. Hein. Les valeurs et l'intérêt pour le client. Et en termes d'anonymisation des données, on est là pour faire de la prospective. Hein. Donc je vais parler d'un truc qui n'est pas encore parfaitement effectif, mais sur lequel j'ai découvert ça au Crédit Agricole. Donc ici, un projet qui s'appelle le Crédit Agricole Store et qui, en gros, est l'Apple Store des clients du Crédit Agricole. Et du coup, la banque dit je vous propose de développer des applis mobiles qui vont être proposées à mes clients du Crédit Agricole. Et en fait, vous ne connaîtrez pas l'identité réelle des gens. Vous allez avoir des relations anonymisées. Je ne sais pas si ça se dit. Mais anonyme, en tout cas, on ne sait pas de qui il s'agit. En fait, et c'est vrai qu'on peut du coup travailler avec un tiers de confiance qui garde et qui préserve les données personnelles et l'identité personnelle. Je te prends un témoin, Alix, hein, si tu veux parler du Castor et de son fonctionnement. Et du coup, la réflexion, c'est comment pousser ça un peu plus loin, au-delà des applis mobiles, mais carrément sur le social media, etc. etc. Donc c'est vrai que la problématique de l'identité, de l'anonymisation est réelle, de l'intrusion, comme tu l'as dit, et de la bonne stratégie. Avant de te passer la parole, Philippe, tu voulais... Oui, moi j'ai sur le beacon, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup, parce que c'est un tout petit périphérique qui s'installe, qui est autonome et que l'on va pouvoir utiliser et détourner. Alors le marteau, c'est un mauvais exemple, mais c'est dans la finalité, ça représente bien. L'intérêt, en fait, c'est de pouvoir donner de la dynamique. Alors, on va pouvoir installer une balise pendant quelques temps, l'utiliser ou pas l'utiliser. Elle va émettre et on s'en servira plus, c'est pas bien grave. Et puis la réutiliser à un moment ou à un autre, l'utiliser de façon détournée, c'est-à-dire
faire de la géolocalisation à un moment, faire de la notification à un autre moment, identifier le parcours client. Et cette balise qui va avoir une durée de vie de 1 ou 2 ans dans le magasin, ou pas nécessairement dans le magasin, Ouais, ça partout. peut être même chez soi à titre personnel, on va pouvoir utiliser et en fait détourner son usage. Par contre, je reviens, la sursollicitation va être très significative, et cette utilisation ponctuelle que l'on peut faire avec la balise va justement éviter de sursolliciter en permanence. Chaque fois que je me rapproche du poteau numéro 4 du magasin, j'ai un message, ça va très vite lasser. Ouais, il va falloir beaucoup d'intelligence pour pas lasser les gens. Quelqu'un a-t-il des infos dans la salle sur les démarches en cours par Facebook d'une part, Google d'autre part? Parce que j'ai plus les infos fraîches en tête, mais j'ai vu des articles là-dessus, comme quoi ils étaient en train de déployer massivement des beacons dans les commerces aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut réagir. Non, pas d'infos. Donc on précisera ça peut-être dans un article, Coralie, si tu as le temps. Hein? C'est important. Juste encore un petit point sur le beacon, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié la remarque d'Eric. Effectivement, je pense que nous, chez Colgate, on a dépensé des millions de dollars pour obtenir nos informations shopper marketing, et pas forcément de la meilleure façon, parce que c'est des suivis humains, on va dire. Donc il y avait des gens dans les rayons qui faisaient des analyses et qui suivaient regardaient. les gens. Oui, qui suivaient les gens. Et on parle C'est de... énorme. Mais on les a fait dans des nombreux pays, à des échelles hallucinantes. Donc, on a vraiment dépensé beaucoup d'argent. Donc, je pense qu'avec des beacons sur les produits, on aurait eu une masse d'informations hyper précises pour beaucoup moins d'argent et bien plus utile, plus rapidement. Enfin bon, ça me paraît quelque chose sans là déranger ou interrompre le client ou le sursolliciter. Là, il y a un autre aspect qui pourrait, à mon avis, totalement être très, anonyme, très très intéressant. statistique. Ouais. Et finalement très pertinent vu côté marque pour obtenir optimiser de l'information qui nous amèneront à notre fameuse insight. Tout est dans l'insight. Donc encore un sujet, la Sobosconf Insight. Bon, ok, je vais avancer un peu parce que le maître du temps, il est là, il surveille. 11h30, parce que là, du coup, on avait vachement d'avance. Et là, ça y est, c'est fait, mais c'est bien, tant mieux. Et puis si on peut pas, on répondra pas à toutes les questions. Donc, moi, je trouve que le beacon était aussi une transition vers le deuxième aspect de cette conférence, qui était finalement quelle solution utiliser pour augmenter le panier. Alors, premièrement, est-ce que c'est une bonne idée? Parce qu'en fait, le pouvoir d'achat, globalement, en tout cas chez nous, on peut pas dire qu'il soit fulguramment en croissance. Deuxièmement, l'augmenter mieux, l'augmenter comment? Est-ce qu'il vaut mieux que j'achète 2 tubes de dentifrice? Est-ce qu'il vaut mieux que... Voilà, toujours? Alors vas-y, je te laisse répondre. Alors, en ce qui concerne augmenter le panier. Le panier. Nous, franchement, on a des techniques assez éprouvées et assez simples. La première chose que je mentionnerai, évidemment, c'est les partenariats avec nos amis de la distribution. Ça, c'est vital. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors concrètement, ça va être, on se met d'accord on leur propose des produits légèrement différents, on va faire un lot de 3 bien précis pour Monsieur Carrefour, on va faire des choses qui sont spécifiques, ou un parfum, ou quelque chose comme ça. Et là, en général, ils participent parce qu'ils y voient un intérêt, parce que le copain d'à côté, il l'a pas. Donc là, c'est pour aider les distributeurs à se différencier. Voilà, mais nous, tu vas leur faire des offres spécifiques, mais qui, en plus de ça, seront toujours en lot, on va dire. Un petit lot qui va faire que. Voilà, et ça marche très très bien en Afrique. Donc aussi, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour vous. Exactement. Gagnant pour l'acheteur qui va avoir des produits à meilleur marché. Ouais. Et gagnant pour le distributeur qui va se différencier. Exactement. Ensuite, on a des techniques de cross-selling. Alors ça, c'est la golden rule chez Colgate, on ne vend jamais un dentifrice dans une brosse à dents, ou en tout cas on essaye. Et dans les marchés africains par exemple, c'est quasiment la norme, hein. C'est quasiment toujours ensemble. Alors après, selon les pouvoirs d'achat, le tube de dentifrice il va faire 15 millilitres, mais c'est pas grave. On va donner la brosse à dents. On donne par exemple beaucoup de brosses à dents. Une brosse à dents, ça coûte pas cher, et ça va développer une consommation, et ensuite on va se retrouver avec des consommateurs qui viennent acheter, etc. On a aussi des techniques où on va mettre en avant en magasin uniquement des produits qui sont beaucoup plus premium.
des produits des dentifrices antibactériens, des dentifrices qui soignent la sensibilité Mais dentinaire. qu'est-ce que tu veux dire par, j'ai mal compris, peut-être uniquement en magasin, mais... Non, pas uniquement en magasin, en particulier en magasin. Ah, en particulier D'accord. sur un magasin. Voilà, donc on produit. va par exemple faire des PLV ou des têtes de gondole qui sont vraiment spécifiques et du coup on va monter notre programme intégré qui va se focaliser là-dessus. Donc ça va être au moment où on a cette publicité-là, ça va être à ce moment-là qu'on va beaucoup parler sur le net, sur notre site de ce produit, il y aura des interviews de dentistes, on va avoir toute une PR avec les dentistes qui vont parler de ces produits un peu plus élaborés et là automatiquement tu fais augmenter le panier parce que certains de ces produits sont 2 à 3 fois plus cher que le produit de base, le Colgate Chlorophylle par exemple, quoi, qui existe en France ou des choses de ce genre-là. Ok. Et ça fonctionne très très bien. Donc on a tendance à pousser ce genre de choses. Après, on gère selon les marchés quand même parce que les pouvoirs d'achat sont pas les mêmes. Je me rends compte qu'il nous manque un distributeur dans ce tour de table. C'est vrai. C'est pour la prochaine. Non, blague à part, s'il y en a qui veulent prendre la parole, puisqu'il y en a quelques-uns dans la salle, c'est vrai que c'est finalement augmenter le panier. Je trouve que ça colle bien aussi au chiffre que donnait Cyril sur les actes d'achat qui sont à 70% décidés à la dernière minute dans le point de vente. Donc tu as ce partenariat marque-distributeur. Après, il y a la PLV, il y a tout ça. Et alors, j'ai un excellent exemple qu'on a eu en Russie qui couple à la fois le partenariat avec le distributeur, augmentation du panier et insight. Alors là, moi, je suis au paradis. Vas-y, on voit. La tradition en Russie, en été, c'est de partir dans sa datcha quand on en a une. Et en fait, on part longtemps. Ou en tout cas, on y laisse la famille. Si papa revient, on y laisse tout le monde. Et surtout, la datcha, elle a été vide. Donc, on fait les grands achats. Et la datcha, elle est in the middle of nowhere. Il n'y a pas de magasin ou à peu près pas. Donc, on va faire ses courses à Moscou, à Saint-Pétersbourg, avant de partir dans sa campagne. Donc, on va acheter beaucoup. Donc, on a fait des opérations absolument monstrueuses où on vend 3-4 tubes de dentifrice pour l'été. On y couple 5 ou 6 bouteilles d'Ajax. On y met de la Javel Lacroix. On a tout un tas de tubes de dentifrice avec des paniers mais absolument incroyables, en jouant en plus sur la tradition, l'insight russe. Je vais dans ma datcha, ça parle au cœur russe, à l'âme russe. Et ça a été, et en partenariat avec les distributeurs qui ont accepté de faire des immenses displays en magasin. Et ça, quand on avait fait ce programme-là, ça avait été absolument fabuleux. Je pense que pour avoir ma fille qui est en train de s'installer là, à Moscou, je vais reparler de Leïla une fois de plus. Je pense que l'insight étudiant qui s'installe, ça peut être pas mal aussi au niveau budget. Aussi. C'est bien. Ça achète un peu moins que la famille qui part dans la datcha. Ouais, mais il faut. Oui, mais heureusement. C'est qui paye? C'est papa. Bon, d'accord. Frédéric. Oui, sur l'augmentation du panier, si on se réfère encore à quelques chiffres de l'Observatoire, c'est clair que l'essentiel se passe malgré tout en magasin. Quand on pose la question, et si on raisonne sous l'angle promotionnel, 95% des personnes interrogées disent que oui, ils regardent les promotions. Donc la théâtralisation de ces promotions en magasin reste un élément clé. 80% d'entre eux disent même que ça peut influencer effectivement l'ajout de produits qui n'étaient pas prévus dans la liste de courses précédente. 2 sur 3 disent que c'est l'occasion d'acheter des produits qu'ils ne connaissaient pas, ce qui ne veut pas dire innovation spécifiquement, hein, parce que souvent le raccourci qu'on fait, c'est de dire ah bah oui, je vais faire de la promotion sur mon innovation. N'oublions pas que à de rares marques près, la pénétration des marques reste toujours limitée et que l'acquisition de nouveaux shoppers reste quand même un enjeu essentiel des marques. Et c'est vrai que la promotion, pour les 2 tiers d'entre eux, disent finalement le premier rôle de la promotion, c'est de me faire découvrir un produit, c'est de faire sauter quelque part une partie de la barrière du prix pour découvrir un produit. Alors qui peut prendre d'autres formes quand on est sur de l'échantillonnage, etc. Mais en tout cas, pour une grosse partie d'entre eux, c'est la découverte et donc l'ajout d'un produit qui n'était pas prévu dans la liste, mais qui ne faisait même pas partie de ma sphère de consommation initialement prévue. Donc effectivement, ce sont autant de leviers pour dire j'ai une liste de courses, certes prédéfinie. En réalité, la majeure partie d'entre eux disent celle-là, je ne vais pas la respecter, c'est mon incontournable. Mais tout ce qui va se passer en magasin va être autant d'éléments qui vont perturber ce que j'avais initialement prévu. Aussi bien sur de l'innovation, plus que sur du stockage. Il y a là-dessus, alors la tentation bien sûr, et des distributeurs et des marques, c'est d'inciter à faire stocker le consommateur chez lui plutôt que dans les entrepôts des magasins. Pour autant, on voit bien que les mécaniques où on engage le consommateur sur trop de produits
touche à ses limites. Si on parle des jeunes tout à l'heure, on verra par exemple que pour des questions simplement logistiques, je suis dans un studio parisien, je ne vais pas me stocker 2-3, même si ce n'est qu'un tube de dentifrice. Et en colocation. Et en colocation, donc la notion de stockage touche à ses limites là-dessus. Donc l'implication, oui, à l'achat d'un produit, le stockage, on voit quand même qu'il y a là-dessus plus de commentaires qui sont nuancés. Et juste parce que je ne résiste pas à revenir sur le point du beacon tout à l'heure, il y a 2 éléments déceptifs dans la promotion. La première, c'est la complexité des mécaniques promotionnelles qui sont souvent proposées par les marques. Donc ça n'a rien à voir avec le beacon, mais ça, le message qui est passé par les consommateurs, c'est une promotion qui est perçue comme complexe, est une promotion qui est suspecte. On cherche à et contre-productif, parce qu'au lieu de rendre service, tu m'as fait un nœud au cerveau. Et Exactement. Ça, c'est pas bien. Et donc, le principe de faire circuler le consommateur en disant vous quittez le magasin, vous allez sur Internet, vous allez imprimer un document, vous allez revenir ensuite dans le magasin, sont des mécaniques qui ne fonctionnent pas et qui, en plus, avec les réseaux sociaux, ont tendance à faire un buzz négatif sur les marques. Et le deuxième point qui est déceptif, c'est la promotion que j'ai découvert en amont de ma visite en point de vente. Et quand j'arrive en point de vente, je ne trouve pas le produit. Et là, pour revenir à l'élément du beacon, c'est une vraie fonctionnalité pour le coup qui est juste l'ADN, la distribution du produit. Alors bien évidemment, quand on parle à Colgate ou à Coca-Cola, la question du référencement est rarement un problème. Vous avez des niveaux de distribution qui sont très élevés. En réalité, beaucoup de marques, aujourd'hui, véhiculent des promotions qui peuvent être d'ailleurs outstore et sur lesquelles je ne vais pas retrouver ce produit. Donc pour revenir au point du beacon, c'est une vraie fonctionnalité que de me rassurer sur le fait que j'ai embarqué une promotion sur une appli, peu importe, mais cette promotion, le magasin me confirme que le produit que j'ai a priori sélectionné va se retrouver en magasin. Je pense que l'enjeu, il est plus sur m'accompagner dans mon parcours d'achat et quand je suis en magasin, au fait, j'ai un produit, mais si je ne le trouve pas, on a pu me proposer la plus belle promotion du monde. Si finalement je ne trouve pas le produit, s'il est mal référencé, si son linéaire est très réduit, bah, c'est très très déceptif. Et là, pareil, faire une promesse promotionnelle qui ne se transforme pas dans mon quotidien et de pouvoir trouver le produit facilement, c'est un piège à éviter. Le beacon peut être une réponse à ça. Ok. Philippe ? Alors, je trouve très intéressant la remarque sur la simplicité d'utilisation. On peut faire des choses très complexes et ne pas être suivi en fait pas par le consommateur. Donc cette augmentation du panier doit passer par une compréhension des mécaniques par le client. Des offres qui soient extrêmement simples, qui permettent progressivement d'apporter et de faire rechercher des nouveaux produits sont intéressantes, sachant qu'il y a un socle de base qui correspond aux articles de première nécessité, c'est exagéré, mais aux articles indispensables à trouver et qui viennent par la suite compléter et se voir compléter en fait des achats supplémentaires qui peuvent être déclenchés soit par des opérations promotionnelles, soit par un accompagnement que l'on peut avoir sur la surface de vente. Donc derrière ce socle qui va permettre au consommateur de retrouver et d'avoir l'origine de son déplacement dans le magasin, ces offres supplémentaires qui viennent simplement l'inciter à consommer un peu plus ou découvrir des nouveaux produits a beaucoup de sens. Ok. Est-ce qu'on a quelques... Oui, Eric, on va te prendre une chaise, tu vas venir avec nous. Ouais, moi je suis un peu bavard, mais c'est... Je t'en prie, vas-y. Eric IBM, donc. C'est un sujet que j'ai suivi pour IBM il y a quelques années, donc j'ai pas mal de réflexions. Je constate dans le débat qu'on parle beaucoup de la distribution, la grande distribution, dans lequel finalement le client est un peu captif. On est tous obligés d'y aller une fois par semaine, remplir le panier pour transférer ça dans le frigo le samedi matin. Bon, c'est un fait, et on a toutes les marques qui sont présentes dans les rayons ont besoin effectivement de driver le trafic vers leur marque et pas celle du concurrent, etc. Donc il y a tout un tas d'enjeux là-dessus. Mais moi, j'aimerais recentrer peut-être le débat sur un autre sujet qui est, à mon avis, plus important dans ce que Sobuzz sait faire, qui est donc de qualifier les profils des clients et éventuellement leurs besoins. Sur d'autres types de distribution que peuvent être le textile, que peuvent être le bricolage, l'électroménager, etc. C'est-à-dire des gens qui vont en magasin parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Non pas parce qu'ils sont obligés de faire le plein du frigo, mais parce qu'ils ont le grille-pain est tombé en panne, l'ordinateur, il y a un nouveau modèle, etc. Je suis chez Belle Maman en train d'installer la tringle à rideau, ma perceuse est en panne. Voilà. Donc, il y a du vécu là. Ouais, beaucoup, il y a du vécu, on sent que... une belle-mère charmante.
Mais ce que je veux dire, c'est que si on connaît bien le comportement et surtout les besoins du consommateur, on peut faire du push pour l'envoyer en magasin. Ouais. Et non pas. Bon, tu reparles des insights oui, voilà. France, mais on est d'accord, on va. Et une fois, et derrière, il y a toutes les technologies et toutes les stratégies du client vont être potentiellement différentes de celles qu'on a dans des points de vente traditionnels, enfin supermarchés. Et là, on va faire vraiment ce que je pense être vraiment du marketing spécifique, c'est-à-dire du one-to-one. One-to-one. Eric a besoin d'une perceuse. Ah bah tiens, ça tombe bien, je sais qu'il a besoin d'une perceuse. Alors c'est un peu la quête du Graal, mais est-ce que Eric a une voiture? Est-ce que Eric a des enfants? Est-ce qu'Eric part en vacances en prenant EasyJet et en allant loin? Ou est-ce qu'il va plutôt chez sa belle-mère parce qu'il y a une maison sur la Côte d'Azur, ce qui n'est pas le cas. Et ça, ce sont des informations qui peuvent être intéressantes pour des agences de voyage, pour tout un tas de choses. Pour augmenter le panier. Alors effectivement, dans le... et derrière, faire le drive vers le point de vente ou vers le site. En fait, les deux questions s'enchaînent un peu entre générer du trafic et augmenter le panier. C'est quand même effectivement assez lié. On reprend effectivement du coup les deux parallèles qu'on avait évoqués avec Michael sur le ROPO, Research Online, Purchase Offline, et l'inverse. Donc effectivement, si on reprend ça, c'est vrai que une des réflexions qu'on mène souvent, au-delà de mettre en place des jeux sur Facebook ou sur Twitter pour développer de la visibilité, parce que développer de la visibilité, c'est déjà un des premiers moyens pour véritablement créer de la préférence de marque, comme tu as essayé de le faire, créer du trafic en magasin. Et on se rend compte que voilà, les gens en question, au-delà du fait que c'est un peu ce que j'appelle maintenant la uberisation de l'audience, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter du 4x3 à des achats, enfin voilà, d'acheter de l'espace, du coup tu utilises ton audience, tu utilises ta communauté, tu uberises ta communauté qui devient ton média. Hein. Mais au-delà de ça, il y a la data dont Eric parle, qui effectivement, si nous y travaillons mieux, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on est aux prémices de cette exploitation des données, si nous travaillions mieux sur le profilage de ces millions de personnes qui sont passées par les applications Sobuzz et qui aujourd'hui pourraient être utilisées à des fins statistiques ou à des fins personnelles, suivant qu'ils ont donné un accord opt-in, suivant qu'ils aient un intérêt dans la stratégie de la marque en fait. Hein. Parce que ça marche, Eric. Moi, je crois que ça peut marcher si... toi, tu es d'accord avec ta marque de bricolage pour être accompagné. Je sais qu'il y a un ami de Inocéane Hyundai qui est dans la salle. On parlait du service l'autre jour en réunion, du service fourni par la marque Hyundai à ses clients. En plus de ça, ils ont des clients qui peuvent être celui qui a acheté au départ, mais en fait qui a revendu à une autre personne, etc. Comment avoir ces datas? Et c'est vrai que, alors, du coup, on n'est plus dans le magasin, on est dans la voiture. Mais en fait, quand il va être dans le magasin, et on revient sur l'exemple que je donnais tout à l'heure pour les meubles, quand on va être dans le magasin, on a, avec cette connaissance de la personne, la possibilité de mieux la conseiller. Tu voulais un manteau, bah tiens, je sais que tu vas aimer avoir des chaussettes. Tu viens pour une vidange, mais peut-être que tu voudras une galerie ou des chaînes parce que tu vas à la neige. Donc c'est vrai que c'est un pur sujet, à mon humble avis, et on est tous... Donc c'est des insights, hein, c'est des insights dont tu parlais, et de l'exploitation que vous en faites les uns et les autres. Merci Eric. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou des remarques? Je continue? C'est bon? Donc, on va attaquer. Il nous reste 18 minutes, on est top timing. Maintenant, non, c'est pas celui-là. Ah mince, ma zapette, excusez-moi. Je reviens en arrière. Il veut plus avancer. Coralie, help me. Regarde, il est coincé. Le clavier non plus, il n'a pas voulu. Bon, je vous le fais vocalement, on ne va pas se coincer avec un PowerPoint. Hein. La troisième question, en 18 minutes, ça va être dur, hein, parce qu'avec le temps qu'on a passé avant, c'est comment on quitte le magasin, là, on n'essaye plus d'augmenter le panier, on n'essaye plus de générer du trafic. On va parler de mes deux filles. Garance, 15 ans, en seconde. Leïla, qui va avoir 18 ans, qui habite avec son copain et des colocataires dans une ville de province et qui ont aujourd'hui pas vraiment le pouvoir d'achat. Donc on a beaucoup parlé du shopper, on a beaucoup parlé de cet enjeu à comment les faire venir, comment générer, nanana. Maintenant la question que je vous pose c'est
Comment faire si mes filles se brossent les dents au Colgate aujourd'hui pour qu'elles se brossent les dents au Colgate demain? Et toi, Fred, comment elles vont faire? Est-ce qu'elles vont avoir une boîte aux lettres déjà? Je ne sais pas si elles vont même ouvrir la boîte aux lettres. Franchement, je ne sais pas. Si, peut-être si je leur envoie des petits mots, parce qu'elles m'aiment, en fait. Mais des chèques, c'est ça, les chèques. Oui. Et pareil pour toi, est-ce que tu penses qu'il y aura peut-être plus ou moins de monde Parce que s'ils passent pas en caisse, en l'occurrence, puisque c'est moi ou ma femme, enfin quoi que Leïla, elle fait ses courses, hein, et Garance aussi, elle va faire des courses. Mais comment elle va forcément faire des petites courses au début, puis des grosses courses à la fin. Donc comment vous allez bosser là-dessus? Et je vous donne la parole, on recommence. Troisième tour, dernier round, et après on va boire un coup. Et n'hésitez toujours pas à poser vos questions et à vous faire des tweets. Alors, à cette question, avant de les fidéliser, il va falloir quand même avoir une offre produit qui soit adaptée. Donc, c'est ce qu'on fait chez Colgate. Hein. On va les prendre au berceau avec la brosse à dents 0-2 ans. Et puis, on va faire 2-6, etc. Et on va faire la même chose avec le dentifrice en mettant le parfum qui va bien, qui pique pas trop, etc. Voire en plus petit tube pour que maman n'ait pas l'impression qu'il lui reste la moitié du tube après quand on a changé d'âge. Donc, offre produit appropriée. Ensuite, franchement, là, plus que pour n'importe quel autre consommateur, plutôt, voire shopper, oui, il est plutôt consommateur, ça va être maman qui va acheter au début. Il va vraiment falloir avoir un insight bien précis. Et puis ensuite, quand on va avoir les adolescents, où vraiment on va pouvoir commencer à parler avec eux, là, il va falloir plus qu'ailleurs les inspirer correctement et les engager correctement. Et là, on n'est pas du tout, au début en tout cas, dans la promotion ou quoi que ce soit. On va être plus dans leur parler, avoir un échange. Donc des échanges hors non mercantile. Non mercantile, exactement. Non mercantile, et surtout vraiment non mercantile. Donc voilà. Nous, on a des communautés. Alors ça, c'est même géré au niveau mondial. Après, chacun reproduit. Mais on a vraiment des communautés, soins de la bouche, etc. Où on fait s'exprimer les jeunes. À l'adolescence, c'est important ça. Et ils aiment. On se dirait, mais franchement, les faire s'exprimer sur le soin de la bouche. Bon, là aussi, il y a un opt-in, les gens, mais ils sont heureux de partager. Alors, il faut faire ça correctement, évidemment, mais ça fonctionne bien. Ensuite, on a évidemment tout ce qu'on va mettre en place dans ce qui est les réseaux sociaux. Alors là, par contre, nous qui faisons une intégration qui est un petit peu en magasin, en télévision, en internet, enfin en digital. Là, on va vraiment pousser le digital et en particulier les réseaux sociaux. Là, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, évidemment pour les jeunes. On a des programmes très intéressants. On avait un bain de bouche, on a toujours un bain de bouche Plax qui appartient à Colgate et on avait lancé une variété Herbal Tea. Donc on pensait zen, yoga, etc. Et on avait lancé un concours sur Facebook qui était le yoga de la bouche. Et on a eu des choses absolument incroyables où les gens se sont éclatés. Donc on met en place tout ce genre de choses sur les réseaux sociaux avec l'aide des agences pour que vraiment il y ait un lien qui se construise. Et honnêtement, on évite vraiment le mercantile, la promo ou quoi que ce soit parce que c'est pas ça qui va fidéliser. Non, c'est ça, c'est chaque moment, chaque cible, son message, ses valeurs. Absolument. Et ses insights. On revient toujours à l'insight. Là, tu reviens à des datas que tu vas collecter très facilement. Exactement. Parce que là, on est dans un espace... Par créneau, on va dire. Hein, vraiment. Okay. Bon, on va continuer d'accélérer. Fred. Oui, en deux mots. Alors, sur l'observatoire, quand on parle des jeunes, on parle des 18-30 ans. Donc, c'est un peu plus que les ados. C'est-à-dire que finalement, quand ils rentrent dans l'univers de la consommation, ce qu'on voit effectivement dans l'étude, c'est... en fait, ils sont très éduqués sur certains marchés, mais qui ne sont pas ceux de l'alimentaire. Le textile, l'équipement, l'entertainment, le loisir sont des marchés sur lesquels, dès l'adolescence, ils ont été très exposés, très, très impliqués sur le sujet. Et donc, ils ont construit souvent des relations avec ces marques beaucoup plus jeunes. En revanche, sur le dentifrice, je ne sais pas spécifiquement, mais dans l'univers de la grande consommation, leur implication elle est beaucoup plus limitée. Donc il y a soit l'influenceur qui peuvent être les parents, c'est-à-dire l'environnement qui a été un influenceur. On voit par exemple que le choix d'une lessive il est déterminant à l'arrivée du premier enfant dans le foyer. Bon, et ça va driver par exemple le changement de comportement parce qu'il est hypoallergénique, etc. Et que là on rentre déjà dans la fin de cette strate des 18-30 ans. En revanche, entre 18 et 30 ans, ils construisent leur relation avec la marque et effectivement, ils sont en défi par rapport à ces marques et ça ne se tourne pas simplement à un levier promotionnel. Ils ont besoin de comprendre et en même temps, ils sont dans un paradoxe qui est le problématique du pouvoir d'achat. Moi, j'ai des filles un peu plus âgées que les tiennes, mais elles n'ont pas fini leurs études. Et donc, elles sont effectivement dans cette double confrontation
j'ai une contrainte de pouvoir d'achat et je leur explique gentiment qu'il faut qu'elles y contribuent. Et paradoxalement, la relation à la marque, bon, ils peuvent être influencés, pourquoi pas, par leur environnement, mais donc elles sont dans une phase de construction de cette fidélité. Hein. D'ailleurs, sur la consommation, comme dans la vie, c'est-à-dire qu'on est dans une phase d'observation et avant de confier, donner sa confiance à quelqu'un ou à une marque, finalement, on est dans cette phase de construction. Effectivement, la promotion ne suffit pas, il y a une vraie défiance par rapport à un discours de promotion. Et ce que je disais tout à l'heure, quand ils s'intéressent aux promotions, la complexité, c'est vraiment eux qui la rejettent le plus. C'est-à-dire que c'est compliqué, j'ai pas le temps, je passe à autre chose. C'est un ancien mode, la participation courrier, ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc ils sont dans des schémas qui sont à la fois très différents de leurs parents, ils sont à la fois dans la découverte de la relation avec la marque, et puis sur des univers qui n'ont pas forcément été leur préoccupation. Pour reprendre l'exemple de Michael tout à l'heure sur les boissons, ils étaient consommateurs finalement. Ils étaient shoppers sur certaines catégories, vestimentaires, équipements, oui, et ça, choisir le bon smartphone et l'enseigne de fringues, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, quand il faut rentrer dans sa consommation courante, c'est complètement nouveau. Ils n'ont pas du tout été exposés jusqu'au premier passage en caisse. Quoi, et puis ça les a jamais fait rêver d'aller acheter des pâtes. Quoi. Voilà. Mieux que ce soit nous qui allions les acheter quand même, dans l'ensemble. Globalement, c'est ça. Mais donc, par contre, c'est vrai que la relation... finalement qui devient une relation intuitive personnelle, quoi. La marque se personnifie et comme je ne savais pas du tout cette histoire de Colgate et de parler de ces choses-là, je pense que c'est une des réponses à laquelle on apporte justement le plus de solutions à travers les réseaux sociaux, puisque ces jeunes futurs acheteurs, ils y sont, et parce qu'effectivement c'est le seul endroit où la marque ne parle plus en tant que marque marchande, mais en tant que marque personnelle, quoi. Donc il y a énormément de stratégies à avoir de ce côté-là. Voilà. Et donc du coup, l'environnement digital est aussi un élément important, mais c'est pas l'environnement digital en tant que tel, c'est accompagnez-moi, donnez-moi du conseil, facilitez-moi le temps. J'ai pas envie d'y consacrer du temps, encore moins que leurs parents. C'est pas un sujet qui les intéresse, entre guillemets, c'est une nécessité. Et donc tout ce qui va contribuer au travers de leur environnement digital, leur faciliter cette découverte ou cet apprentissage des marques, effectivement, alors la promotion en fera partie, mais c'est pas le cœur de la question. Mais au-delà de ça, c'est même, je pense que je vais encore parler de mes filles, mais je pense que c'est pas les marques qui les intéressent, c'est leur qualité de vie. C'est-à-dire que c'est pas de leur parler des marques qui va les intéresser, c'est de les aider à trouver des solutions dans la vie pour répondre à leurs problèmes de comment je fais quand j'habite toute seule là-bas, etc., etc. Et comment je fais pour gérer mon budget et comment je fais pour tous ces trucs-là. Philippe. Alors, au travers ces échanges, là, on voit que l'utilisation, il y a un aspect ludique en fait derrière à prendre en compte pour générer ce trafic, pour augmenter en fait cette transformation. Les jeunes vont très vite. Ils basculent d'une application à une autre, regardent la télé pendant qu'ils jouent sur leur tablette. Et donc, il faut être très réactif. On revient un peu sur ma remarque sur le beacon. Le beacon, ça permet de déclencher quelque chose un jour, de déclencher quelque chose de différent à un autre élément. Et donc, cette réactivité doit leur permettre d'éviter, pour eux en tout cas, de tomber dans l'habitude des parents. Alors, et donc, je construis mes relations avec une marque et j'accompagne au fur et à mesure de l'évolution. On a plusieurs fois parlé de promotion, de catalogue promotionnel. Moi, j'ai une fille qui habite à Dubaï, il n'y a pas de boîte aux lettres. Ah. Et donc, la relation avec tout le catalogue promotionnel, la relation avec la façon dont les produits sont connus, ne se passe pas par les boîtes aux lettres. Alors, comment ils font ? Eh bien, c'est soit sur la surface de vente, beaucoup, puisque bon, il y a des gros centres commerciaux, donc soit c'est sur la surface de vente, soit c'est par des communications digitalisées, abonnement à des newsletters et ce genre de modèle. Et il faut voir que ce mode de fonctionnement-là est complètement naturel. C'est une population un peu particulière, beaucoup d'expatriés, avec un niveau de vie quand même assez élevé en général, mais qui finalement fonctionne très très bien. Et donc il faut qu'on transforme nous aussi notre mode de communication avec les nouvelles populations, les nouveaux acheteurs, pour faire en sorte que en fait, on puisse apporter une dynamique sans pour autant avoir des listes de papier dans nos boîtes aux lettres. C'est ça. Bon, c'est un sujet qu'on travaille énormément.
avec, tu le sais, puisque avec CIMAG, on y travaille, Sobuzz et CIMAG conjointement, parce que nous, effectivement, sur cette partie, en fait, là où on va essayer de travailler, c'est sur la relation dans le temps, comme tu le disais, Anne-France, où en fait, on va essayer de mesurer ce qu'on appelle une relation d'affinité avec la marque, plus qu'une relation de fidélité. On va jamais pouvoir, via les réseaux sociaux, faire de la mesure de passage en caisse ou du remboursement de coupons ou des trucs comme ça. En revanche, cette affinité avec la marque, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé avec les différentes agences, avec les différents annonceurs, etc. Et qui s'est matérialisé maintenant avec ce qu'on appelle chez nous la Master App, qui en fin de compte n'est plus une app qu'on va lancer pour un concours le jour J et puis qui va durer 15 jours et puis qu'après on va arrêter et puis on va recommencer. Non, c'est des applications qui sont du coup permanentes, qu'on n'éteint plus, qui restent connectées à la page Facebook, qui restent connectées au site internet, qui restent connectées à l'application mobile et qui vont mesurer l'affinité de la personne dans le temps. Et c'est là qu'on va pouvoir marquer la différence entre le Alexandre Durin qui va faire les courses, qui paye, etc. Et sa fille Leïla qui va peut-être pas aller faire les courses, etc. Mais qui, elle, aura l'affinité à la marque. Et via cette relation affinitaire, qui vont pouvoir s'échanger des choses. Moi, je le vis déjà avec la SNCF. Entre Marseille et Paris, j'accumule des points, etc., etc. Ces points-là, à un moment donné, moi, je vais pas les consommer pour aller faire encore un truc en train le week-end, quoi. C'est forcément des choses que je vais passer à quelqu'un. Et réciproquement, quand il s'agit d'acheter des fringues, c'est plus ma fille qui va me dire « Dis papa, t'as vu ça ?» Donc en fait, je pense qu'à travers cette relation qu'on va créer à l'intérieur de la famille, ou cette relation qu'on va travailler à travers des gens qui ont des groupes d'amis ou des groupes de valeurs sur des passionnés du sport, tu parlais de l'équipe tout à l'heure avec qui on a fait déjà 1 ou 2 opérations. En fait, en travaillant cette relation à la marque via des discours de valeur avec les agences qui nous aident là-dedans, etc., on va réussir à créer ce lien entre des gens qui sont peut-être pas encore shoppers, mais qui vont le devenir, et sinon, comme tu le disais tout à l'heure, Mickaël, qui sont shoppers, mais qui vont recruter d'autres amis shoppers qui ne sont pas encore des shoppers fidèles, par exemple. Donc là, il y a tout ce travail de fidélisation, etc. On est super bon dans le timing, 11h26. 4 minutes de questions à la salle. Eric, est-ce que tu veux poser une question ou faire une remarque? Je te le demande tout de suite. Si, tu peux. Cyril, peut-être, toi qui es notre grand témoin, non, c'est bon? Pas de questions particulières, Annabelle? Jean-Paul, je te voyais réfléchir profondément aux problématiques de géolocalisation tout à l'heure. Prends le micro et présente-toi en 2 mots. Oui, bonjour, Jean-Paul Devet. Je m'occupe de la monétisation d'une future application qui s'appelle Nautico au sein de Everywhere et qui va reposer normalement sur les aspects de localisation indoor et outdoor. Donc on prépare tout ça. On a parlé des push notifications, on a parlé des différentes choses qui nous intéressent. On pense qu'il y a une convergence dans tout ça. Je pense que pour légitimer ce type de démarche, il faut être pertinent et éligible surtout par les consommateurs afin de recevoir les messages qu'ils souhaitent et qu'ils désirent. C'est ça, donc tu fais le lien entre le consommateur et le shopper. Oui, enfin pour moi c'est le shopper. De plus en plus, je parle des shoppers, effectivement. Ok, merci beaucoup. Stéphane, est-ce qu'on est bon sur la maîtrise du temps? Ah ben on est bon. Hein. Je voulais que tu le dises. On est super bon. On peut attaquer l'apéro. On est presque bon pour l'apéro. Donc je voulais vous remercier encore. Donc par Anne-France Bril, Frédéric Morin et Philippe Gérardi. Et je vous remercie surtout vous toutes et tous parce que vous étiez nombreux à vous inscrire. Je ne sais pas ce que ça donne sur Twitter en termes d'interaction. Coralie. On est en Trending Topics. Cyril, tu as bien entendu, on est en Trending Topics. Donc bravo, merci, c'est grâce à vous et grâce à tous ceux qui nous ont suivis. Je remercie encore une fois le Village de l'Innovation, le Crédit Agricole qui nous accompagne, qui nous ont accueillis ici. Je remercie encore tout le monde, HD Vidéonet qui a retransmis en direct. Alors on les a pas beaucoup vus, mais enfin nous on les voit beaucoup en fait, mais je sais pas si les gens qui regardent les voient. Saouti, la radio du Village de l'Innovation sur lequel on fait une chronique aussi qui est diffusée tous les 15 jours sur toutes sortes d'innovations digitales marketing.
et Wisambly, qui nous ont permis de diffuser les slides avec les questions finalement qu'on a pris directement dans la salle. Merci à tous et on peut les applaudir et bon apéro juste en haut. Merci.